Bonjour à toutes et tous, salut Julo, salut Jeff, salut XXX, salut Fougou, salut Bandini, salut Scraven, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans le Talk de France Info, votre rendez-vous bi-hebdomadaire de décryptage de l'actu avec au menu 2 heures de 17h à 19h pour mettre les mains dans le cambouis de l'actu, démêler le vrai du faux et mettre de la raison dans la passion, 2 heures pour parler d'actu économique, politique, diplomatique, scientifique, de la tech, du web et des idées. Ce stream, on le fait avec des invités que je vais vous présenter dans une minute. On le fait surtout avec vous aussi dans le chat. Et on le fait avec les questions que vous y posez, avec un grand point d'interrogation à la fin, s'il vous plaît, le plus clairement possible. Et moi, je les passe aux invités. La seule règle, comme toujours, c'est d'être bienveillant et courtois. Et c'est Jérémy Alamodé qui est le grand gardien de cet espace. Au programme de ces 2 heures ensemble, de 17h à 18h, le spectre du crépuscule de la trêve à Gaza, avec, après Donald Trump lundi, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a annoncé hier que les combats reprendraient si le Hamas ne rendait pas les otages samedi. Un ultimatum donc après la suspension lundi des vagues d'échanges entre otages et détenus palestiniens par le Hamas, au prétexte qu'Israël aurait à plusieurs reprises violé l'accord. Ce sera jusqu'à 18h. 18h, heure à laquelle nous reviendrons à Paris ou sur la Tour Eiffel, les anneaux olympiques, mais le souvenir des Jeux, les anneaux olympiques ont disparu, mais le souvenir des Jeux plane encore sur la ville, quelque part aussi dans le cœur des hommes, mais aussi celui des femmes, les femmes qui n'ont pas encore la même place que les hommes dans le sport. Ce sera notamment avec la joueuse internationale française de rugby, Shannon Izar, et cela devrait nous emmener jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h07. Passer de 2 secondes à Paris, certainement la même heure à Tourcoing et Dunkerque, et en tout cas une heure de plus à Gaza, où la trêve ne tient qu'à un fil après l'allocution vidéo en fin d'après-midi de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a réitéré la menace de Donald Trump sur le Hamas. Si l'organisation islamique ne rend pas les otages samedi, la guerre reprendra. Bonjour Ahmed Benchemsi. Vous êtes directeur du plaidoyer de la communication de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch. Vous êtes par ailleurs enseignant à Sciences Po. À vos côtés, Denis Siffer. Bonjour. Vous êtes journaliste, chercheur associé à l'IRIS. Et à mes côtés, Maxime Pérez. Bonjour. Vous êtes ancien correspondant au Proche-Orient, spécialiste des questions de défense. Bonjour messieurs, bienvenue dans Talk de France Info. Il faut peut-être remonter un peu le temps pour remettre tout ceci en contexte, peut-être remonter même jusque lundi, où le président des États-Unis, Donald Trump, avait déclaré que l'enfer se déchaînerait si le Hamas ne libérerait pas tous les otages israéliens d'ici samedi. As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. Donald Trump, depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Il y a eu aussi les propos de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Est-ce que la trêve ne tient plus qu'à un fil, Denis Siffer? Elle n'a jamais été très solide, à vrai dire. Mais là, effectivement, on peut craindre que les hostilités reprennent. La déclaration de Trump, bon, c'est du Trump, c'est-à-dire l'enfer, on ne sait pas ce que c'est pour les Gazaouis qui l'ont déjà vécu. Donc, j'imagine ça peut difficilement être pire, sauf à faire Hiroshima ou quelque chose de cette nature, je ne crois vraiment pas. Et puis, il y a quand même un décalage entre le discours de Trump qu'on vient d'entendre et ce qu'a dit Netanyahou, qui a dit aussi, qui a parlé de libération d'otages et qui apparemment s'inscrit toujours quand même dans la continuité de l'accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire les 3 otages qui sont programmés, si j'ose dire. Avec Trump, il disait tous les otages. Bon, c'est peu probable. Et puis encore une fois, l'enfer, je ne vois pas très bien ce que ça peut vouloir dire vu la situation à Gaza. Je suppose que votre voisin souscrit largement. Oui, je suis tout à fait d'accord. L'enfer pour qui? Il n'a pas précisé. Est-ce que ce serait pour les combattants du Hamas ou pour les populations civiles? En juger par la manière dont s'est déroulée la guerre depuis 15 mois, c'est plutôt les civils qui prennent. Donc il y a de quoi s'inquiéter. Maxime Pérez. Moi, je prendrais un petit peu de hauteur par rapport à ces déclarations. D'abord, je pense que Donald Trump ne mesure pas totalement ce qu'il dit et je ne suis pas sûr qu'il y ait un plan en tête, certainement pas en tout cas celui d'engager les États-Unis militairement dans quelque chose qui ressemblerait à des frappes contre le Hamas, par exemple, hein, si on essaye un petit peu de spéculer. Je pense que toute cette agitation s'inscrit évidemment dans quelque chose qui a
déclenché Trump, qui remonte à cette annonce dans laquelle il déclare vouloir s'emparer de la bande de Gaza, d'en faire un immense complexe hôtelier immobilier de luxe. Et évidemment que tout ça, pour lui, va entraîner nécessairement un exil de la population palestinienne, forcé évidemment, et que cette déclaration a entraîné une réaction extrêmement forte du Hamas, qui évidemment craint de devoir porter quelque part la responsabilité de ce qui s'apparenterait à une deuxième Nakba pour les Palestiniens, donc un exil forcé qui ressemble un petit peu à ce qui a été la Nakba en 1948, et ce qui est probablement ce qui résonne à ceux qui nous rejoignent ce que c'est que la Nakba. La Nakba, c'est un événement qui s'est inscrit dans ce qu'on a appelé la guerre de 48 ou la guerre de Palestine. Les Israéliens appellent ça la guerre de libération, d'indépendance, au cours de laquelle, à l'issue ou pendant les combats, un certain nombre de Palestiniens aux alentours de, je crois, 700 ou 800 000 ont quitté leur ville, notamment dans ce qui représente aujourd'hui le territoire israélien. Certains l'ont fait par la force des combats, d'autres ont été expulsés, et puis une partie a également été invitée à partir par les armées arabes qui envahissaient à l'époque le territoire israélien naissant depuis les frontières libanaises, jordaniennes et égyptiennes en particulier. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement traumatisant dans l'inconscient collectif palestinien, dont on parle encore aujourd'hui. Évidemment, pour le Hamas, ce serait extrêmement difficile de devoir porter la responsabilité. Voilà. Donc il a tapé un grand coup. Je suis peut-être un petit peu long, mais... on a une heure pour en parler. Il a voulu cet ultimatum qui est en fait en gros un arrêt des négociations pour dire finalement, attendez, on arrête la montre un instant, on arrête ce calendrier de libération d'otages contre prisonniers, et on va réaffirmer que les maîtres du jeu, ce sont nous. On est en place à Gaza malgré 15 mois de guerre assez difficile pour nous, évidemment, pour notre population, et personne d'autre ne décidera à notre place de ce qui va se passer. Et cette réaction a entraîné une réaction encore plus forte des Américains qui ont répondu c'est très simple, si vous la jouez comme ça, si samedi à midi il n'y a pas d'otages libérés, et non seulement les 3 otages qui étaient inclus initialement dans le calendrier de libération, mais cette fois la totalité des otages, qui a complètement d'ailleurs dépassé le gouvernement israélien, qui ne s'attendait pas du tout à cela. Et Benjamin Netanyahu est un homme qui déteste être dépassé par sa droite, comme il l'est souvent d'ailleurs dans sa propre coalition. Donc il y a une espèce de surenchère dans laquelle il est obligé de se positionner sans désavouer son allié américain, parce qu'il ne peut pas se désolidariser évidemment des États-Unis, et encore plus d'un allié aussi fidèle qui est l'administration de Donald Trump. Donc voilà, donc on en est à ce bras de fer. Mais pour moi, et je termine là-dessus, en fait, on est dans la guerre de communication, guerre psychologique, parce que par-dessus de l'eau, le Hamas n'est pas totalement certain des intentions israéliennes à l'issue de cette première phase de cessez-le-feu. Il y a un risque, avec ou sans libération d'otages, qu'on revienne à la guerre, et ça, le Hamas veut l'éviter. C'est pour ça qu'il essaie sans doute de ralentir un petit peu le calendrier. Denis Siffer. Oui, alors on est en fait dans 2 affaires qui sont parallèles, évidemment qui sont intimement liées, c'est-à-dire l'affaire de la libération des otages samedi, 3 ou aucun ou tous. Mais l'autre affaire qui est parallèle et qui est très importante, essentielle même en politique, c'est l'après. C'est-à-dire, et l'après, c'est aujourd'hui. Parce que le roi de Jordanie, Abdallah, a été reçu par Trump la nuit dernière. Et la question est de savoir si les pays arabes, la Jordanie et l'Égypte, en dépit de leur refus initial, vont finalement obtempérer à l'ordre de recevoir, d'accueillir c'est presque 2 millions de Gazaouis que Trump voudrait chasser de Gaza. Et pour l'instant, il y a un refus. Alors, Abdallah a dit, le roi de Jordanie, qu'il allait avoir un plan arabe, une contre-proposition arabe qui se concoctait avec l'Arabie saoudite, qui est le pays fort, disons, de la région.
Alors, on ne sait pas ce que va donner, et avec la Ligue arabe aussi, ce que va donner ce plan, mais c'est la grande question, parce que si effectivement il y a un contre-plan arabe et que les Arabes sont fermes sur leur refus d'accueillir, et ils risquent de l'être, parce que c'est un désastre pour chacun de ces deux pays que d'accueillir autant de Palestiniens, et y compris le Hamas en prime, hein, ce serait un échec pour Trump. Et si c'est un échec pour Trump, c'est un échec politique un peu à portée planétaire, parce que pour l'instant, tout lui réussit. Enfin, là, on est dans un autre débat. Moi, ce que je trouve un peu effarant dans tout ça, c'est la normalisation de la violation du droit international. Les termes du débat tels qu'ils sont présentés, Trump demande aux Égyptiens et aux Jordaniens d'accueillir les Palestiniens. Il demande aux Palestiniens de partir pour qu'ils puissent construire une riviera. Et puis, en face, on refuse d'accéder à cette demande. Le choix des termes est quand même à souligner. Il ne s'agit pas d'une demande d'évacuation d'un territoire, il s'agit de nettoyage ethnique. Et il s'agit aussi de déplacement forcé, ce qui est un crime contre l'humanité dans le droit international. Il y a des conventions qui ont été signées pour ça après la Seconde Guerre mondiale. Et ce droit international est violé d'une manière absolument effarante, mais c'est présenté comme étant un projet immobilier. Et il y a beaucoup de gens qui répondent à cette proposition de projet immobilier en des termes immobiliers aussi, si j'ose dire. Et en fait, on normalise un discours qui est en fait une violation intrinsèque de tout ce sur quoi la civilisation humaine a été bâtie depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste, on a dit plus jamais ça. Et on a mis en place un droit international, on a mis en place des conventions, on a mis en place une convention d'interdiction du génocide, on a mis en place toute une batterie de lois qui forment le droit humanitaire international, c'est-à-dire les lois de la guerre, pour que plus jamais de ces choses ne se produisent. Et puis on arrive avec une administration Trump qui fait écho d'ailleurs à l'administration Netanyahou avec ses alliés d'extrême droite depuis un certain temps, et qui remettent sur la table des propositions qui en fait consistent en une violation mais de principe de ce droit international sur lequel l'humanité entière s'est mise d'accord, et ça passe. Ça me rappelle le principe de la fenêtre d'Overton, vous voyez, c'est-à-dire à force de dire des choses inacceptables, eh ben, l'objectif est un peu de les pousser vers l'acceptable. Alors j'accuse personne, notamment pas sur ce plateau, mais je parle du débat tel qu'il est formulé dans la plupart des médias occidentaux depuis que Trump est arrivé et se met à aligner des propositions qui sont au-delà de fantaisistes, complètement folles en fait, et qui sont une négation du droit international et de ce sur quoi l'humanité entière s'est mise d'accord depuis 70 ans. Il faut le souligner avec force. C'est pas acceptable tout ça. Ce sont des violations du droit. Denis, je vous vois acquiescer. Non, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Mais une fois qu'on a refusé ces violations du droit, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un principe de réalité qui est extrêmement violent et qui est dicté par Trump. Et donc, effectivement, toutes les préventions et les prétéritions sont absolument importantes et essentielles à rappeler. Mais cela dit, on est face à un homme qui piétine totalement depuis toujours le droit chez lui comme à l'extérieur. Donc on est en face de ce principe de réalité. Que faire? Et évidemment, il est dans le rapport de force. Donc il s'agit de lui opposer un rapport de force de l'autre côté. Et la parole n'est pas au Hamas, parce que ce n'est pas le Hamas qui va résoudre la question, loin s'en faut. Ça se fera même sans doute sans lui pour finir. Mais la parole est en effet aux États arabes. Et on en est, malheureusement, je dirais, parce que moi je suis aussi très attaché aux droits de l'homme et à attendre que Mohamed Ben Salman, qui n'est pas le parangon de vertu du point de vue des droits de l'homme, ce soit lui qui trouve la solution. C'est quand même un grand paradoxe quand on est imprégné de principes démocratiques. Si je peux réagir très vite à ce que vient de dire mon voisin, c'est vrai qu'il y a un principe de réalité, mais il y a aussi un discours public. Si on se rend à ce principe de réalité en adoptant la terminologie du rapport de force tel que nous est imposé par Trump, bah, on accepte ce principe. Il faut, alors effectivement, il y a des rapports de force dont il faut tenir compte, mais dans le débat public, et je pense que nous quatre ici, on n'est pas dans le rapport de force politique, on est dans le débat public. Il faut poser les termes tels qu'ils sont, en rappelant que tout ça consiste en des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, du nettoyage ethnique, appeler les choses par leur nom. Ça fait aussi partie de la pression dans les sociétés démocratiques contre les dirigeants qui voudraient normaliser ce type de dérapage. C'est important de s'en souvenir et de l'affirmer haut et fort. Maxime Pérez. Oui, je pense qu'il est important de rappeler que ce plan de Trump, s'il rencontre une telle résonance, c'est parce qu'il s'insère dans un vide sidéral. C'est-à-dire que depuis 20 ans, il n'y a plus de plan dans la région. On parlait de la conférence de la Ligue arabe qui, je crois, doit avoir lieu ce week-end et dont
on espère attendre des résultats et une déclaration qui apporte quelque chose, qui fasse bouger les lignes. Hein. Le dernier plan de paix arabe, c'était 2002, c'était l'Arabie Saoudite, hein, c'était un retrait des territoires palestiniens par Israël et la reconnaissance d'un État palestinien en échange d'une normalisation. Bon, voilà, on en revient un petit peu à l'esprit des accords d'Abraham. Mais pour revenir au plan de Trump, le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose à Gaza? Et peut-être qu'on va embrayer sur la question du jour d'après, hein, qui est une question qui n'a pas été résolue, qui n'est pas non plus résolue dans le cadre des négociations actuelles entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire des négociateurs américains, qataris et égyptiens. C'est qu'en fait, on en est aujourd'hui à la 5e ou 6e guerre en confrontation armée entre Israël et le Hamas depuis 2009. Et qu'on en revient toujours au même système, à savoir que le Hamas reste en place, à savoir que le Hamas est une organisation qui finalement fait le pari de la lutte armée contre Israël, c'est son choix, mais il n'est absolument comptable de rien. C'est-à-dire qu'il sait que quoi qu'il fasse, le jour d'après, il y aura toujours des camions d'aide humanitaire, il y aura toujours des salaires de l'UNRWA pour les familles de réfugiés, il y aura toujours de généreux contributeurs saoudiens et qataris qui viendront reconstruire la bande de Gaza, parce que ce n'est pas la première fois qu'on reparle de la construction de la bande de Gaza. Et la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce qu'on ne peut pas proposer une alternative autre que celle-ci, celle d'éléments qui ne font que autogénérer les mêmes effets, ceux d'une violence qui va forcément se réinstaller. C'est-à-dire que si on en reste en l'état aujourd'hui, évidemment, il ne s'agit pas de donner un blanc-seing au plan de Trump, que je trouve évidemment complètement ubuesque, mais il faut néanmoins aujourd'hui remettre en cause un certain nombre de mécanismes qui ne fonctionnent pas. Et il faut assumer l'idée que ça ne fonctionne pas et que ça ne peut pas durer comme ça. Si on recommence de la même façon, on aura une guerre à Gaza dans 2 ans, et encore dans 5 ans, et encore dans 10 ans. Oui, pardon. Je suis juste un peu interloqué par le fait que vous mettiez dans une même phrase les attaques du Hamas et l'entrée des camions d'aide humanitaire. Comme si, vous avez dit, je crois, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On parle de 2 choses différentes. Le Hamas sont des combattants et il faut les combattre parce que c'est comme ça que les lois de la guerre fonctionnent. Mais par contre, les camions d'aide humanitaire, c'est pour les gens, c'est pour des civils, c'est pour des enfants, c'est pour des femmes enceintes, c'est pour des bébés. C'est une population, d'ailleurs, à Human Rights Watch, on a sorti un rapport il y a un mois qui qualifie d'acte de génocide le fait de priver d'eau toute la population. Donc on ne peut pas continuer à dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est vrai que le Hamas attaque et puis juste après les camions d'aide humanitaire rentrent à nouveau. Vous voudriez quoi qu'ils s'arrêtent? Ils ne peuvent pas s'arrêter. Je dis qu'il faut quoi que fasse le Hamas, il faut continuer à donner de l'eau aux gens. Je dis qu'il faut une alternative au Hamas. Je dis qu'il faut une alternative au Hamas. Mais sans doute, mais là-dessus, on exerce beaucoup de pression sur Israël. Et mais pas au moyen de l'aide humanitaire. C'est ce que je dis, moi. La pression, on peut l'exercer tant qu'on veut, mais il ne faut pas priver les gens d'eau. Il ne faut pas priver les bébés de soins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des acteurs régionaux, et le Qatar en fait partie, c'est un médiateur dans ces négociations, qui ont un intérêt à voir le Hamas établi tel qu'il est aujourd'hui dans la bande de Gaza, pour des raisons qui sont aussi idéologiques, parce que c'est une émanation des frères musulmans, parce que le Qatar, c'est exactement cette famille-là idéologique, parce que les Égyptiens sont aussi intéressés, en tout cas, considèrent que c'est plutôt bien que les Israéliens aient un caillou dans leurs chaussures dans ce qui est aujourd'hui la bande de Gaza. Donc, en fait, il y a des réflexes qui sont un petit peu malveillants et qui empêchent les acteurs, les premiers concernés, la population civile palestinienne évidemment en paye le prix en premier lieu, eh bien de sortir encore une fois de mécanismes qui ne fonctionnent pas et qui les condamnent à revivre éternellement ce qui se produit inlassablement depuis 2007, depuis la prise du pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. C'est un acteur, Et moi, ce que j'entends, c'est que la Ligue arabe, et je crois qu'il y a une déclaration en ce sens cet après-midi, a l'intention dans ces discussions ce week-end, de mettre pour la première fois un petit peu au pas le Hamas, parce que je pense qu'il doit être dans l'équation et que je pense qu'il faut résoudre la question du Hamas pour pouvoir avancer. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'aide humanitaire, mais le Hamas se nourrit évidemment de tous ces mécanismes d'aide, parce qu'il sait qu'ils sont les premiers garants de sa survie à lui politique. C'est ce que je dis, voilà.
Permettez juste une phrase, Oui, pas plus qu'une phrase. Le droit de Ahmed. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Quand on bloque un camion d'aide humanitaire, il ne faut pas imputer la responsabilité au Hamas, il faut imputer la responsabilité à celui qui le bloque avec un fusil. Et ça, c'est un soldat israélien, c'est pas le Hamas. Alors peut-être qu'il y a une responsabilité politique là-dessus, en ayant un raisonnement géopolitique comme vous le faites, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais au final, ceux qui bloquent le camion, c'est l'armée israélienne, c'est pas le Hamas. Mais ceux qui pilent l'aide humanitaire et qui se font des dizaines de millions de dollars sur cette aide humanitaire, c'est le Hamas. Donc selon vous, c'est eux qui sont à blâmer du fait que la population palestinienne... Mais ce sont des dérives qui sont pas parler de deux choses Non, mais différentes. ce sont des dérives qui... Non, mais Soyons clairs quand même. Qui c'est qui coupe l'eau et qui c'est qui coupe les vivres? C'est pas le Hamas, c'est Israël. Non, mais c'est... Vous êtes sur deux registres différents, il me semble. Il n'y a pas de raison que vous soyez d'accord. Oui. Parce qu'a priori, vos cours vont pas se croiser. Oui, de deux choses différentes, il me semble. Alors moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Maxime Pérez tout à l'heure, sur le fait que le Hamas a choisi la violence. Et c'est vrai, c'est une organisation qui, depuis le début, s'est opposée aux accords d'Oslo en 93, a commencé à commettre les premiers attentats en 94, une campagne terrible en 96, etc. La deuxième intifada, etc. Mais ce que je voudrais ajouter, qui est peut-être pas contradictoire, c'est que si le Hamas a fait le choix de la violence, Israël a fait le choix du Hamas. Et ça, c'est terrible, parce que c'est un couple, en fait. C'est une dualité qui est effrayante. Et pas seulement Netanyahou, parce qu'on se réfère à une déclaration de Netanyahou devant les députés du Likoud en 2018, je crois, où il avait dit qu'il fallait aider le Hamas via le Qatar, bien entendu, parce que c'était une garantie qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Smotrich, d'ailleurs, l'extrémiste de droite, a dit à peu près la même chose un peu plus tard. Mais même en 1990, au tout début du Hamas, moi je me souviens un reportage là-bas, à la Moukata, à l'époque c'était le siège de l'administration civile palestinienne, un des responsables de l'administration civile m'avait expliqué comment ils allaient aider le Hamas à faire des réunions, etc. Et pourquoi ça il me disait-il, il me l'a dit en français, pour casser les reins à l'OLP. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix quand même politique d'origine qui était de choisir le pire des interlocuteurs ou des adversaires, avec la certitude que celui-ci serait en effet haï, honni sur la terre entière, ce qui est bien le cas et ce qui est justifié. Mais voilà, il faut rappeler ça. Et malheureusement, tout ce qui se passe actuellement s'inscrit dans un plan au long cours. Et ce que je voulais simplement ajouter, non pas pour finir, mais provisoirement, c'est qu'on a compté les morts tous les jours dans cette affaire, 40 000, 43 000, 45 000, 60 000 selon l'ANSET, peut-être plus, ça on ne sait pas. Oui. Oui, bon, enfin, je pense qu'on en découvrira plus de toute façon. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a complètement négligé, et moi compris d'ailleurs, aussi dans mes écrits, c'est les destructions. C'est-à-dire qu'on a rendu, et je pense, parce que je prête quand même des dessins un peu machiavéliques à Netanyahou et à son entourage, que rendre Gaza inhabitable, ça faisait partie du plan. Et du coup, effectivement, Trump vient là-dessus en disant de toute façon on va être gentil avec les Palestiniens, on va les chasser, on va les déporter, on peut employer tous les mots qu'on veut, mais enfin le résultat est le même pour eux, et on va leur donner des belles maisons en Égypte et en Jordanie. Je ne sais pas si ça va tenter certains jeunes Palestiniens qui sont sur les décombres de leur maison, mais en tout cas pour l'instant ça ne semble pas être le cas, parce qu'il y a toujours quelque chose chez Trump qui ne marche pas, c'est qu'il croit qu'il peut acheter, disons, l'âme et la conscience des peuples. Et ça ne fonctionne pas. Maxime ? Non, je partage l'analyse. Il était évident que les Israéliens ont misé depuis maintenant quelques décennies sur la division du leadership palestinien, parce que aussi longtemps que le Hamas était aux commandes de la bande de Gaza, les Israéliens n'étaient pas dans l'obligation d'aller négocier, puisqu'il y avait un leadership palestinien divisé. Donc négocier voulait dire, du point de vue israélien, faire des concessions territoriales et in fine permettre l'avènement d'un État palestinien auquel est opposé Benyamin Netanyahou. Il est au pouvoir aujourd'hui depuis 2009, donc ça fait maintenant une quinzaine d'années. Donc évidemment que c'est un petit peu ce monstre-là qui s'est retourné contre Israël, mais il n'empêche que je pense que les protagonistes internationaux, et je pense qu'il y a des leviers de pression qui pourraient permettre de changer les réalités, doivent proposer autre chose que, encore une fois, un système qui nourrit la machine de guerre et qui permet notamment
au Hamas, parce que je parlais de lui, mais encore une fois, on peut parler de plein d'autres sujets, de plein d'autres aspects du conflit, mais en tout cas, qui, in fine, se nourrit malgré tout de toutes ces aides. Encore une fois, elles sont nécessaires pour la population de Gaza, c'est évident, mais il s'en sert évidemment aussi pour se maintenir au pouvoir. Il y a Cristal dans le chat qui vous demande, hein, davantage que moi, est-ce que ce n'est pas une erreur que de laisser penser que le conflit va ne se régler que par le prisme de Gaza? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce qu'il y a aussi la Cisjordanie dont il faut qu'on parle, et notamment depuis 15 jours où les attaques se multiplient contre des camps de réfugiés à Jénine, à Toul-Karem. Il y a des chiffres qui sont absolument effarants. Il y a 40 000 personnes qui ont été déplacées dans les 2 dernières semaines, 2 à 3 dernières semaines. C'est des chiffres qui n'ont été jamais atteints. Alors, on parle d'otages, mais il faut aussi qu'on parle des prisonniers palestiniens en Israël. Il y en a 9 000, dont les 3/4 sont en prison sans procès, dont la moitié est emprisonnée arbitrairement. Dans l'autre moitié, il y a de fortes présomptions sur le fait qu'ils soient enfermés aussi injustement. Donc, c'est vrai qu'il faut parler de la Cisjordanie aussi, et il faut parler de la situation des Palestiniens en général. Il y a une injustice qui perdure depuis plus d'un demi-siècle et qu'on a qualifié d'état d'apartheid pour de bonnes raisons. Oui, c'est beaucoup plus large que Gaza. Oui, alors si on va au fond je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, évidemment. La Cisjordanie, je dirais même, est l'enjeu principal, hein, parce que très longtemps, Israël n'avait pas d'enjeu à Gaza, hein, sauf un enjeu d'endiguement. C'est-à-dire qu'il fallait contenir, mais il n'y avait pas d'autres propos. Mais par contre, la Cisjordanie est vraiment l'enjeu historique, religieux, culturel de l'extension d'Israël. From the river to the sea, hein, mais inversé, c'est-à-dire comme projet israélien. C'est évidemment le fond de l'affaire. C'est pour ça qu'on ne résoudra pas la question du Hamas comme ça. Enfin, le fond de l'affaire, c'est la question coloniale, la colonisation. Tant qu'on n'aura pas une solution qui soit agréée par les Palestiniens, on aura peut-être plus le Hamas, on aura autre chose. Parce que moi, je me pose toujours la question, parce qu'on emploie le mot terroriste sans arrêt. Et on a raison. Moi, j'étais tout à fait contre une partie de la gauche française qui refusait de dire terroriste, alors que c'est un mouvement évidemment terroriste. Mais qu'est-ce que c'est qu'un terroriste? Est-ce que c'est un bébé palestinien qui naît avec une Kalachnikov dans son berceau? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vu détruire sa maison, ses cultures, etc. Et donc, tant qu'il n'y a pas de solution, on génère en permanence des mouvements qui seront terroristes ou autre chose, mais qui seront probablement terroristes s'il n'y a pas d'espoir, s'il n'y a pas d'issue. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que d'aller au fond du problème, tôt ou tard. Alors, ce n'est pas d'actualité, hélas, pour l'instant. Vraiment pas d'actualité. On est en parfait décalage, hélas. Un peu d'actualité quand même, vu les attaques contre les camps de réfugiés à Jénine depuis 15 jours. Non, mais négativement, c'est négativement l'actualité. Mais on n'est pas avec les États-Unis et le gouvernement israélien actuel dans un propos. Trump parle de donner le feu vert à Netanyahu pour annexer la Cisjordanie. C'est son deuxième sujet après Gaza. Isaac Rabin a été assassiné et ce sont les auteurs de l'assassinat, enfin ceux qui l'ont inspiré, qui sont au pouvoir actuellement à la tête d'Israël. Il y a nos amis de LCP qui nous rejoignent avec 75 nouveaux copains. Salut les copains de LCP. Bandini, dans le chat a défilé. C'est pour faire écho à ce que vous disiez là à l'instant. Il y a trop de divisions historiques, religieuses, territoriales, identitaires. Ça fait des décennies que ça dure et l'état actuel de Gaza ne va calmer personne. Il y a une solution qui est possible dans un monde idéal. Vous avez 2 heures. Ah, c'était une question. C'est une question. Ouais. Parce qu'il n'y a pas trop de... Il faut arrêter la colonisation, il faut démanteler le régime d'apartheid, il faut donner leurs droits à tout le monde. Enfin, par où commencer? Je vais dire quelque chose qui paraît aberrant, mais le problème est simple. Il est impossible du point de vue pratique et politique, parce qu'on a affaire à des protagonistes qui souvent n'en veulent pas. Mais sur le papier, le problème, il est simple. Il était ébauché d'ailleurs par la partition de 47, même si elle était assez inégale. Mais enfin, en tout cas, la question était posée et c'était ça la solution. Et c'est encore la solution aujourd'hui, probablement dans une configuration différente. Juste ça a été compliqué quand même par les colonies, parce qu'on en est aujourd'hui à plus de 700 000 colons en Cisjordanie. La Cisjordanie est un gruyère avec un système de droit complètement dual qui n'est pas du tout le même. Les colons israéliens en Cisjordanie, les 700 000, ils sont jugés, enfin ils sont soumis au droit civil, alors que tous les Palestiniens sont soumis au droit militaire, ce qui, encore une fois, c'est la définition du système d'apartheid. Donc la solution des 2 États, oui, sur le papier, elle était bonne il y a un certain temps, mais elle se complique de plus en plus au
fur et à mesure que l'économie s'implante. Et là, on n'est pas du tout dans un trend où il est question de retirer les colons, bien au contraire, il est question de les officialiser. Oui, en tout cas, c'est ce que dit Trump. Donc, et Elias Sambar, par exemple, qui est un intellectuel palestinien extrêmement pertinent et savant sur toute cette histoire-là, il a d'ailleurs vécu lui-même dans sa chair, dit les deux États, c'est fini. Il le dit très clairement, c'est fini. Avec 700 000 ou 750 000 colons, ce n'est plus possible. Mais il n'empêche qu'il faut trouver une solution. Je ne sais pas comment la nommer, mais il faut trouver une solution. Même droit pour tout le monde. Qui, oui, bien sûr, non, mais ça c'est la solution de nos rêves, sans doute à nous, hein, mais une solution qui en effet satisfasse toutes les populations et avec une égalité, en effet, de droit. Là, pour le coup, je rejoins totalement. Il y a Cyrano qui dit dans le chat la solution, ça pourrait être un État fédéral. Oui, c'est une des solutions qui est évoquée. Mais enfin, là, je m'excuse, mais on s'éloigne, on rêve, mais on rêve ensemble, c'est très bien. Mais on est très très loin de samedi, la libération des otages et du retour aux bombes sur Gaza. La position du roi de Jordanie Abdallah II est pas très confortable, hein, puisque sa population est pour moitié d'origine palestinienne. Il n'a pas cédé à la pression de Donald Trump. Il peut cependant rester ferme très longtemps. D'abord, je l'ai trouvé assez fébrile hier devant le président américain. J'ai assisté, enfin en tout cas à distance évidemment, à la conférence de presse parce que j'étais curieux de voir comment il allait réagir à la proposition de Donald Trump sur la bande de Gaza et les conséquences que celle-ci a sur son royaume. Et je l'ai trouvé finalement assez résigné. Il est résigné parce que la Jordanie est un pays malheureusement sous-développé, où il y a beaucoup de chômage, qui est en partie dépendant d'aide extérieure, notamment de l'aide américaine, y compris sur le plan militaire. Il y a des bases américaines, notamment de l'armée de l'air américaine en Jordanie. Et tout ça, par ailleurs, représente aussi une petite manne financière parce que les Américains ne sont pas installés gracieusement dans le royaume de Jordanie. Mais il est évident que c'est typiquement le genre d'annonce qui peut mettre en péril son autorité, qui est déjà contestée justement à cause de la situation. Voire sa sécurité même, peut-être. Peut-être, mais son cas n'est absolument pas comparable à celui du régime de Bachar el-Assad, qui appartenait à la minorité alaouite, mais les Hachémites en Jordanie, desquels découle la royauté jordanienne et celle du roi Abdallah, représentent une minorité extrêmement faible dans le pays. Alors ils ont les clés de l'armée, des postes importants de l'économie. C'est une armée quasiment ethnique, hein. Il n'y a pas de Palestiniens dans cette armée jordanienne, très peu. Mais n'empêche que le jour où une révolte éclate, et celle-ci peut éclater tout à fait en réaction à ce genre de tumulte régional, enfin de cette annonce, hein. Et on l'a vu à l'époque de Septembre Noir, quand l'OLP a tenté d'ailleurs un coup d'État contre le royaume hachémite. Que voilà, donc les choses peuvent très vite basculer. Donc il y a évidemment, je suis beaucoup plus inquiet pour la Jordanie que pour l'Égypte, qui me semble avoir un peu plus de garanties et qui me semble être un État un peu plus solide, notamment avec une personnalité du président Al-Sisi. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, le roi avait l'air fébrile face à Trump et on comprend la pression à laquelle il est soumis. Mais il faut rappeler que j'étais en Jordanie il n'y a pas très longtemps et il y a une expression que j'ai entendue et qui est une expression qu'on entend souvent en Jordanie, c'est celle de nation alternative, c'est Al-Watan al-Badil. Et l'idée, c'est que la Jordanie est présentée comme une nation alternative pour les Palestiniens, que ce soit de Cisjordanie ou de Gaza. Et évidemment, les Jordaniens refusent ça parce que déjà, il y a une question palestinienne qui est très très forte. C'est le pays est fait, j'ai pas les stats, mais c'est au moins de moitié, probablement plus de Palestiniens. 70%, Voilà. 70% de Palestiniens. Absolument. Et ça crée des déséquilibres politiques depuis déjà un demi-siècle. Donc l'idée qu'il puisse devenir une nation alternative pour les Palestiniens crée déjà des remous politiques très très forts en Jordanie. Et ça, c'était avant l'élection de Trump. Donc je comprends qu'il soit mis sous pression, le roi, hein. Oui, alors il y a un officiel égyptien qui a dit quelque chose comme de très intéressant. Il a rappelé que l'aide, les subventions massives à l'Égypte,
qui sont accordés, je pense, depuis le camp David de 79, le premier camp David avec Jimmy Carter et Menachem Begin. C'était conditionné à la signature d'un plan de paix entre Israël et l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte assurait, de cette façon, la paix à perpétuité avec Israël, en référence aux guerres auxquelles Maxime Pérez faisait allusion tout à l'heure. Et il disait, si on nous supprime cette aide, on annule en quelque sorte le plan de paix entre Israël et... Alors ça ne veut pas dire que ça ouvrirait la guerre immédiatement, loin s'en faut, mais ça veut dire que c'est un grand paradoxe. C'est que la sécurité d'Israël, qui était assurée notamment par cette manne américaine, ne serait plus assurée. Alors je ne suis pas sûr que l'Égypte ait tout à fait envie d'accepter, d'abord pour des raisons économiques en dépit de l'aide américaine, mais d'accueillir une masse aussi importante de Palestiniens. Et puis aussi, ça voudrait dire accueillir le Hamas, c'est-à-dire les frères musulmans qui sont l'ennemi juré de Sisi, qui a fait un coup d'État contre eux en 2013. Donc c'est quand même très très risqué pour lui. Alors ça c'est un volet. L'autre volet de l'affaire, c'est évidemment les Palestiniens eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas, je ne vois pas comment on peut les contraindre, sauf en effet à les exterminer ou à mener une guerre d'une violence inouïe là, contre les civils de façon avouée. Ce qui est déjà le cas depuis 15 mois. Hein, oui, mais justement, c'est pour ça que j'ai ajouté de façon avouée. Parce que pour l'instant, c'est inavoué. C'est inavoué, mais alors c'est quand même assez transparent. Ah ben non, oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais Israël ne dit pas qu'il cible les civils. Israël ne dit pas qu'il cible les civils. Ils mentent, mais ils ne disent pas qu'ils ciblent les civils. Je ne suis même pas sûr qu'ils y croient eux-mêmes. Hein. Oui, mais attendez, pardonnez-moi, mais enfin, on peut parler aussi, encore une fois, et je relance le sujet du Hamas. Enfin, on ne peut pas non plus sous-estimer ce que fait le Hamas dans la bande de Gaza depuis qu'il est au pouvoir, à savoir une base arrière de lancement de roquettes contre Israël, une ville qui a été quasiment dupliquée sous terre avec un réseau de tunnels qui d'ailleurs fragilise les fondations des maisons de civils palestiniens, des gens, des familles qui sont payées pour abriter des stocks d'armement. Je veux dire, sur l'affaire du 7 octobre, les attaques du 7 octobre, la première vague d'attaque est une attaque qui est menée par les commandos du Hamas, la force Nourba. Les deuxième et troisième vagues, parce qu'il y a eu plusieurs vagues, ce sont des vagues constituées de civils, parce qu'il y a une adhésion d'une partie des Palestiniens de Gaza au Hamas. Il y a une radicalisation aussi de la société palestinienne. Le chat a besoin d'une clarification. Marie demande si vous justifiez les bombardements de civils. Ah, merci. Bien sûr que non. Très bonne question, Marie. Vous avez bien sûr que non. Je dis juste que la guerre à Gaza est extrêmement compliquée. Ça va tranquilliser mon avenir. Oui, évidemment que non. Évidemment que non. Bien sûr que non. Mais on ne peut pas réduire les opérations militaires israéliennes à une guerre délibérée contre des civils. Et ça, je le dis aussi en tant qu'expert. Il y a beaucoup de choses qui sont délibérément d'abord, contre les civils. Je pense qu'à la différence de vous deux, moi j'ai couvert toutes les guerres de Gaza jusqu'à la dernière, puisque je n'étais pas sur le terrain. Donc je sais comment ça se déroule, je sais la complexité d'opérer dans des zones urbaines, je sais ce que représente le coût de la guérilla urbaine, et je sais aussi comment fonctionne de l'intérieur la machine de guerre israélienne, des ordres de ce qu'on appelle les règles d'engagement au combat. Et je sais aussi que depuis 2009, pour avoir couvert l'opération Plomb Durci, qui a été la première des 5 guerres entre Israël et le Hamas, que des conseillers juridiques ont été imposés suite d'ailleurs à des rapports désobligeants de l'ONU, le fameux rapport Goldstone, où on déjà mettait en cause un certain nombre de crimes de guerre. Et je ne nie pas qu'il y ait des crimes de guerre. D'ailleurs, je ne nie pas qu'il y ait des crimes de guerre. C'est pas marginal. Je réfute l'idée qu'il s'agit d'une stratégie délibérée. Il y a des crimes contre l'humanité, des actes de génocide. Ça va plus loin que le crime de guerre. Je pense que tout ça est discutable, et je pense que un certain nombre de termes ne sont pas totalement innocents et participent juste à une volonté de délégitimer Israël et
et son droit à riposter et à mener la guerre. Le Hamas. La riposte était de quel terme vous parlez? Largement disproportionnée, Maxime. Je considère que quand la plainte pour génocide est déposée le 8 octobre, alors même qu'il n'y a pas un soldat israélien dans la bande de Gaza et qu'on n'en est même pas à 200 morts côté palestinien, ça me semble un petit peu prématuré. Vous nous emmenez sur un terrain où je ne souhaite pas aller. On fera peut-être un autre stream pour qualifier ou non. Je ne sais pas qui a déposé la plainte le 8 octobre. Je sais pas l'autorité palestinienne. Moi, je parle au nom de Human Rights Watch. Chez nous, on a dit ça le mois dernier. Oui, mais bien sûr. Après 14 mois de. Oui, mais on a employé ce terme. Denis Siffer, sans viser un peu. On a employé ce terme il y a le mois dernier. On va pas revenir sur ce débat qui est très glissant. Et qui va susciter des réactions, et vous ne serez pas d'accord, je pense. Non, mais la question du Hamas, pour moi, est réglée, si vous voulez. Moi, je n'ai pas envie je n'ai pas besoin de me convaincre que le Hamas est une nation terroriste, une nation que le 7 octobre, c'est horrible. Je n'ai pas besoin qu'on me convainque de ça. La question, en effet, c'est que Israël a argué d'un droit à se défendre, mais qu'on est dans une disproportion absolument aberrante. Très très rapidement, d'ailleurs, dès la fin de 2023, on était à plusieurs dizaines de milliers de morts, et les civils ne sont pas du tout épargnés. Mais je dis pas qu'ils sont absolument visés, mais moi, on ne me fera pas le coup de l'armée la plus morale du monde. Je sais que c'est un discours qui a cours en Israël. D'ailleurs, ça m'amène à me poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'Israël. Parce que Israël, ça a été le pays de Ben Gourion, c'était le pays d'Isaac Rabin. Aujourd'hui, c'est un pays d'extrême droite, avec des gens qui sont des fascistes. Ben Gvir, Smotrich, et Netanyahou n'est pas le moindre, parce qu'il vient d'une généalogie politique héritière de l'extrême droite sioniste. Donc c'est eux qui dirigent le pays. Je ne parle pas des Israéliens qui sont en plus malheureusement imprégnés d'une propagande absolument épouvantable. Mais c'est ça aujourd'hui. Et c'est pas Israël en général. Moi, je suis pour que Israël vive, et je suis pas pour la destruction d'Israël. Je n'adhère pas du tout à ce discours. Mais en revanche, il faut savoir qui on soutient aujourd'hui en Israël. C'est ce gouvernement. Et ce gouvernement, c'est un gouvernement extrême droite. Et Netanyahou, encore une fois, n'est pas j'allais dire l'otage, c'est un mot malheureux, mais de Ben Gvir et de Smotrich. Moi, je suis un peu agacé quand on parle sans arrêt de Smotrich et Ben Gvir, qui sont en effet d'affreux personnages, assez différents l'un et l'autre d'ailleurs. Mais c'est Netanyahou qui est le plus, disons, qui est le plus héritier d'une histoire de sionistes d'extrême droite. Sur la terminologie, très rapidement, les termes comme génocide ou acte de génocide ou crime contre l'humanité, crime contre l'humanité, par exemple, c'est un terme moins emprunt. Mais justement, c'est de ça que je veux parler. De controverse. C'est pas. Alors justement, beaucoup de gens dans l'opinion publique considèrent que c'est comme si c'était une échelle en fait, et que bon, allez, on n'est pas d'accord sur génocide. De tout, il y a le crime contre l'humanité. Mais pardonnez-moi, laissez-moi juste expliquer. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est une échelle et que en fait, on va transiger plutôt que de dire génocide ou crime de guerre, on va dire crime contre l'humanité. C'est pas comme ça que ça marche. Ce sont des conventions internationales. C'est de l'application d'un certain nombre de critères. La création, par exemple, des conditions de vie qui rendent impossible la survie des populations. C'est des actes juridiques. Ce sont des conventions internationales qui sont appliquées à des faits particuliers. Donc, il ne s'agit pas de dire bon, celui-là, ce terme, il est exagéré, celui-là, ok. Alors, dans ce cas-là, on va transiger sur celui du milieu. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Par exemple, nous, quand on a qualifié d'acte de génocide, un fait en particulier d'ailleurs, qui est celui de couper l'eau aux populations, c'est parce que ça rendait la survie d'une population impossible. Ça créait des conditions de vie qui rendaient la survie de la population ou d'un groupe de la population impossible. Et c'était la coupure d'eau en particulier. Il ne s'agit pas de dire c'est très grave et donc c'est le génocide ou c'est moins grave ou c'est un crime de guerre. Par exemple, les attaques du 7 octobre et l'enlèvement des otages, on a tout de suite appelé ça des crimes de guerre parce que, selon les conventions de Genève, enlever des civils et les retenir en échange en tant qu'otages est un crime de guerre que nous avons condamné le 8 octobre immédiatement. Donc c'est pas une gradation. Ce sont différentes natures de crimes qui sont couverts et définis par des conventions internationales différentes. Et c'est le travail des organisations comme la mienne d'appliquer ces méthodologies et de vérifier les faits sur le terrain et de voir si la méthodologie, si cette qualification s'applique ou pas. Et on prend beaucoup de temps pour arriver à ces conclusions. Je ne sais pas qui a déposé une plainte pour génocide le 8 octobre, mais nous, on a attendu 14 mois quand même. D'ailleurs, on nous a reproché d'avoir attendu aussi longtemps. C'est parce qu'on a fait des recherches scrupuleuses pour voir justement si la convention contre le génocide de 1948
1948 s'appliquait à l'acte particulier qui consiste à couper l'eau aux Palestiniens. Amnesty International sont arrivés à la conclusion de génocide avec une analyse un petit peu plus large, parce qu'ils ont aussi intégré des bombardements massifs contre les civils et le fait de créer des conditions de vie impossibles pour les citoyens de Gaza. Tout ça pour dire qu'il ne s'agit pas d'une guerre rhétorique. Il ne s'agit pas d'une controverse. Tous ces mots qui sont utilisés ont tendance à ramener le débat comme si on était là en train de... C'est pas la sémantique que j'estimais glissante, c'était le débat que j'estimais glissant, simplement. Ah non, mais c'est pas grave, hein, c'est la démocratie, c'est ça, c'est les débats aussi. Mais je veux juste rappeler qu'il ne s'agit pas d'une guerre sémantique ou d'une guerre rhétorique. Il s'agit de l'application d'un certain nombre de conventions internationales sur des faits que des organisations comme la mienne, et dont l'ONU aussi d'ailleurs, beaucoup plus grosse que la mienne, appliquent scrupuleusement après des recherches méthodiques et qui durent des mois et des mois. Donc on parle de choses précises, on n'est pas là en train de nous invectiver en disant « ouais, moi je prends génocide, moi je prends ci, moi je prends ça ». C'est beaucoup plus sérieux que ça en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais vous voyez, là, on est confronté effectivement à l'opposition entre le principe de réalité et puis les principes juridiques auxquels j'adhère tout à fait. Mais malheureusement, pour l'instant, Trump il s'oppose tellement aux principes juridiques qu'il en vient à interdire l'entrée aux États-Unis aux dirigeants et aux employés de la Cour pénale internationale. Absolument, c'est un scandale d'ailleurs. Au prétexte que celle-ci a lancé un mandat d'arrêt, à mes yeux, plus que justifié, contre Netanyahou. Donc on voit bien que là, la réalité, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quand même, on revient au rapport de force, c'est-à-dire ce qui n'autorise pas à oublier le droit, au contraire, mais pour défendre le droit, on a besoin d'un rapport de force. Et le rapport de force, c'est Trump qui le dicte pour l'instant. C'est la loi du plus fort. Il veut réimposer la loi du plus fort. Et toutes les consciences libres doivent résister. Il s'attaque à la CPI, ce qui a des effets mondiaux, planétaires, parce que c'est même pas seulement la question là de Gaza. Maxime Pérez. Oui, mais de toute façon, encore une fois, je pense qu'il faut recentrer le débat sur qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qui doit être fait pour résoudre ce conflit et en terminer avec ce cycle infernal de guerre et de souffrance. Et je ne pense pas que l'ostracisation d'Israël réponde à ce besoin. Et je ne pense pas que... Ils ne sont pas vraiment ostracisés. Qui ostracise Israël? Pas Trump, en tout cas. Hein. En quoi ils sont ostracisés? En quoi Israël est ostracisé? Je considère, je note que depuis le 7 octobre, ou plutôt le 8 octobre, une fois passée l'émotion qu'ont suscité les attaques du Hamas, on a très vite basculé dans une forme d'hostilité, j'allais dire, presque idéologique contre Israël, avec cette idée que de toute façon, idéologique, c'est une réaction à des crimes de guerre massifs qui ont été commis. La réaction d'Israël paraissait à tout le moins sur la scène internationale particulièrement. On ne peut pas commettre des crimes contre l'humanité et se plaindre qu'on a une mauvaise réputation après, quand même. Je dis juste qu'il y a... De quel Israël vous parlez? Moi, j'ai essayé de poser le problème. D'abord, la droitisation de la société israélienne, je ne la conteste absolument pas. Là, on est face à toutefois, quand vous parlez de... Il y a Scraven dans le chat qui dit... Quand vous parlez de pays d'extrême droite, quand vous parlez de pays d'extrême droite en faisant référence à Israël, je rappelle juste qu'à la Knesset, le Parlement israélien, il y a seulement 14 députés sur 120, donc à peu près 11% de l'hémicycle, qui appartiennent à ces partis d'extrême droite. Le gouvernement, le cabinet, c'est eux qui dictent la politique d'Israël, c'est cela. Mais ce sont des ministres d'appoint. Ah oui, non, mais d'accord. Dans un système à la proportionnelle où on fait des... Je nie pas, je considère que c'est une erreur tragique et une faute morale terrible de la part de Benyamin Netanyahou d'avoir fait rentrer ces gens-là dans son gouvernement et de les avoir mis au pouvoir. Je le déplore de toutes mes forces, et je pense qu'il ne rend pas service à Israël. Mais je veux juste relativiser, notamment quand vous parlez de pays d'extrême droite, voilà, sur la réalité de l'extrême droite dans ce pays. J'assume sa résonance et sa visibilité est importante parce qu'elle est aux affaires, mais... Si vous parlez d'un pays d'extrême droite avec 11% de représentation, elle est à la gâchette à l'Assemblée. Non, mais il y a pas mal d'être aux affaires. Non, mais vous savez, aux affaires pendant une guerre d'extermination quand même. Dans un système coalitionnel où vous avez des ministres d'appoint
qui sont là pour permettre à une coalition de pouvoir exister et gouverner, mais qui ne sont pas forcément dans le cœur des décisions politiques et des ministres. Benjamin Netanyahu est quand même tensé largement par son extrême droite. Depuis le 7 octobre, les affaires stratégiques, diplomatiques et sécuritaires d'Israël sont régies par un cabinet de sécurité, voire un cabinet de guerre, dans lequel ne siège aucun des membres de cette extrême droite. Quelque part, c'est pire encore ce que vous dites. Si vous êtes en train de dire que c'est pas l'extrême droite qui dit sa politique à Israël, pendant qu'Israël commet des actes de génocide, qu'est-ce que ce serait si c'était l'extrême droite? Il faudrait plutôt, à mon avis, reconnaître que c'est l'extrême droite, parce que ça veut dire que la situation peut s'améliorer. Mais je ne suis pas là pour dire... pas vous, mais... Je ne suis pas là pour juger, je suis là juste pour donner des faits et peut-être un petit peu de... Mon Dieu, si ce qu'on a maintenant, c'est pas ce qu'il y a de pire. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques minutes? J'ai dit que c'était une faute morale de la part de Benjamin Netanyahu d'avoir fait rentrer ces gens-là dans sa coalition. Il a fait rentrer le loup dans la bergerie. Oui. Ces gens-là causent un tort terrible à Israël parce qu'ils pour moi, connaissant bien ce pays, ne représentent pas la majorité des opinions politiques qui s'expriment. Et je pense qu'on peut aussi rappeler que depuis 1 an et demi, il y a des mouvements de contestation assez importants en Israël, qui restent une démocratie, de gens qui s'opposent à la guerre, de gens qui réclament la libération des otages, de gens qui s'opposent à la réforme de la justice en Israël, dont l'objectif suprême est la liquidation de la Cour suprême. Ça vous rappelle peut-être les États-Unis de Trump quand je parle de ça. Oui, donc vous avez des forces politiques qui sont vives et qui représentent la majorité de ce qui est aujourd'hui la composition du Parlement israélien. Je ne suis pas trop sûr pour la démocratie. Quand on met en place un système d'apartheid, je ne sais pas si démocratie est le terme adéquat. Ouais, ça, c'est une autre discussion. Je pense que je serais plus d'accord avec vous, mais on va peut-être pas l'entamer l'ouvrir ici, vu qu'il reste 4 minutes. Mais là où je suis pas du tout d'accord avec Maxime Pérez, c'est que ils sont plus dans le cabinet, en effet, Smotrich et Ben-Gvir. Ben-Gvir a d'ailleurs démissionné, mais c'est eux qui exercent un chantage terrible sur Netanyahou avec la menace de démission et de quitter la majorité et de faire tomber Netanyahou, lequel d'ailleurs est terrorisé par cette hypothèse, parce qu'il va se retrouver devant les tribunaux. Donc c'est eux qui guident, qui dictent la politique du pays. Il est l'otage de sa coalition. Je suis d'accord avec vous. Alors, ça, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que c'est une grande démocratie, ce à quoi je n'adhère pas du tout, mais celle-là... je n'ai pas dit ça, je dis que l'expression démocratique est réelle, donc on ne peut pas réduire à Israël un État fasciste parce qu'on lui prête... C'est un État... Non, mais vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est un État qui a une politique fasciste aujourd'hui et qui est dirigé par des fascistes. Mais c'est pas tout Israël, encore une fois. Moi, je connais bien ce pays aussi, je suis capable de faire plus que la nuance, mais c'est quand même un pays qui aujourd'hui se comporte comme tel, avec les dirigeants qui sont les 3 personnages clés de la situation, sont des gens d'extrême droite et ont un comportement qui est fascisant, et on le voit en Cisjordanie, quand on voit que Ben-Gvir distribue des armes aux colons, quand on voit qu'il incite les colons à aller attaquer les villages arabes. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des hordes fascistes. Je veux dire, je ne veux pas faire des références historiques, mais c'est en effet détestable. Surtout que tant qu'il n'était pas ministre, c'était un personnage qui était un peu marginal, qui venait du rabbin Kahan, enfin du pire de la tradition sioniste. Mais à partir du moment où il est ministre et que ces hordes de colons armés fusionnent avec l'armée, et quand on voit les images, par exemple dans ce magnifique documentaire qui s'appelle No Other Land, on voit les colons et l'armée ensemble et attaquer les villages, détruire les maisons, détruire les canalisations d'eau. Là, on est en effet dans une perspective un peu génocidaire, quand on détruit les canalisations d'eau. Et donc, ces gens-là, en effet, là, c'est vraiment une tradition fascisante, ça. C'est une tradition fascisante. On peut employer tous les mots qu'on veut, on peut avoir peur des mots. Et Dieu sait si j'ai peur des mots, personnellement. Y compris même le mot génocide, je l'ai très peu employé longtemps, parce que je suis conscient de la charge émotionnelle, affective que ça peut avoir pour les juifs de leur renvoyer au visage génocide. Maintenant, j'y viens, parce qu'il y a aussi, encore une fois, un principe de réalité. Oui, le principe de réalité voudrait aussi qu'on évoque ce qu'est aujourd'hui la Cisjordanie dans les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne où il n'y a guère plus d'autorité, et que vous avez des groupes armés qui se sont reconstitués en partie... Mais il n'est pas question de les opposer. Non, bien sûr, mais on ne peut pas parler d'opération israélienne en Cisjordanie sans expliquer qu'il y a une résurgence
de groupes armés, une résurgence d'attaques depuis certains secteurs de la Cisjordanie comme Jenin. C'est la continuité de la guerre. On peut regretter qu'on en arrive encore une fois à ces schémas-là, à ces opérations, à ces dégâts pour la population, au déplacement. Vous les présentez comme s'ils étaient inévitables, les dégâts pour la population. Mais c'est absolument évitable de couper les canalisations d'eau. Mais je ne parle pas de ça. Attendez, arrêtez de me ramener à l'eau systématiquement. Je comprends. C'est un exemple que je donne. Non, mais je comprends que vous ayez donné beaucoup d'autres. Mais attendez, la guerre de l'eau est une composante de ce conflit, d'ailleurs, comme elle. Je peux parler des déplacements forcés, je peux parler de beaucoup de choses. Mais on peut parler de plein de choses, mais on ne peut pas mais présenter les choses comme vous le faites depuis quasiment une heure de manière aussi unilatérale. Et je suis moi aussi très critique à l'égard d'énormément de mesures et de dispositions qui sont prises en place par ce gouvernement israélien, mais je cherche tout de même à équilibrer, à expliquer qu'il y a en face aussi des éléments qui mais vous avez raison. Il y a des criminels de guerre en face. Non, mais je veux dire, on l'a dit aussi. L'élément moteur. Je commençais par dire que la Hamas avait commis. Quand vous parlez, on n'est pas au Far West avec des hordes de. Mais l'élément moteur de ça, c'est la colonisation. C'est la colonisation. S'il n'y avait pas de les groupes dont vous parlez, effectivement, qui peuvent être amenés à commettre des attentats, etc. C'est des gens qui sont victimes ou les frères ou les pères de la colonisation. Et c'est ça la question centrale. Si vous n'abordez pas cette question-là, effectivement, vous allez toujours générer des groupes qui seront que vous pourrez qualifier d'horribles. Les Israéliens, en tout cas ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont pour ambition d'annexer au moins en partie la Cisjordanie. Voilà. Je voudrais toutefois rappeler qu'à l'époque des accords d'Oslo, si on a encore une minute, ce qui a été négocié avec les Américains et le président Bill Clinton, et ça figure dans les accords d'Oslo. On parlait de règlement définitif de conflit dans une deuxième phase. On parlait à ce moment-là d'une première phase qui consistait en des accords intérimaires. La deuxième phase, elle implique l'intégration de ce qu'on appelle les blocs de colonies. Il y en a 3, dans laquelle résident encore aujourd'hui 2 tiers des colons israéliens au futur État d'Israël en échange de territoire du côté israélien, d'ailleurs comme l'avait proposé. Non, mais je peux vous arrêter parce que je vais vous donner 3 chiffres. Je ne dirai plus rien parce que je crois que c'est l'heure. Oui, d'accord. Je vais vous donner 3 chiffres. Au moment des accords d'Oslo, il y avait 115 000 colons en Cisjordanie. Un peu plus. Non, je ne compte pas Jérusalem, vous voyez. Je compte 115 000 colons en Cisjordanie. Quand en juillet 2000, il y avait 197 000 colons. C'est-à-dire que toute la période d'Oslo a été exploitée par Israël pour augmenter la colonisation dans le dos des Palestiniens. Aujourd'hui, on en est à 700 000, 750 000. Donc voilà, c'est tout. Les chiffres sont là. Et après, il y a du terrorisme, il y a des réactions, il y a de la violence en réaction, évidemment. Et ce sera le mot de la fin, puisqu'il est déjà 18h01, passé de 2 minutes exactement. Messieurs, je vous chasse du plateau. Je vous remercie infiniment de nous avoir fait l'amitié de vos lumières. Revenez quand vous voulez. Je pense qu'on aura malheureusement l'occasion de reparler de la situation à Gaza. Je vous remets entre les mains de Camille, qui devrait s'avérer une lanterne utile pour retrouver le gros hall de la Maison de la Radio et de la Musique. Je vous souhaite une agréable soirée. Merci infiniment pour ces débats passionnés et passionnant. On quitte Gaza pour retrouver Paris, où les Jeux Olympiques et Paralympiques ont laissé dans les têtes une flopée de bons souvenirs. Et 6 mois après la fête, le temps peut être aussi des bilans, parce que souvent après les fêtes vient le moment où le quotidien revient. C'est le temps parfois des gueules de bois, de la descente, du retour au réel, et puis un peu après, des débats qui reviennent. Et parmi ceux-là, celui de la place des femmes et de la femme dans le sport. 18h, on dit bonsoir. Bonsoir, Shannon Izar. Bonsoir. Bienvenue. Alors déjà, bienvenue, vous avez de l'eau. N'hésitez pas à vous servir. Pardonnez-moi l'accueil un petit peu abrupt. Et merci de nous faire la sympathie de vous êtes transporté jusqu'ici à une heure où c'est pas facile de circuler à Paris. Shannon, vous êtes joueuse internationale française de rugby à 15 et à 7. Vous avez présidé le jury du Festival des Sportives en Lumière. C'est le rendez-vous cinématographique et médiatique du sport au féminin. Et vous êtes médaillée aux Jeux de Tokyo. J'ai oublié un truc ? J'étais, parce que je ne suis plus. Oh, mais oui, mais vous l'êtes quand même pour toute la vie, non ? À vos côtés, vous êtes Vincent ou vous êtes Guillaume ? Je suis Guillaume. Ouais, salut Guillaume. Guillaume Priou, producteur, réalisateur du documentaire, notamment L'Or, consacré à Laure Manodou. Vous avez aussi commis Marie-Jo, qui était un documentaire consacré à Marie-Jo Pérec. Tout à fait. Marie-Josée Pérec, que l'on a vu cet été allumer la vasque olympique aux côtés de Teddy Riner dans les jardins des Tuileries à Paris. Et à mes côtés, Vincent Hillon, donc. Le dernier. Le dernier, et donc le meilleur certainement. Vous êtes responsable du développement de Sport Sora. C'est une organisation interprofessionnelle qui regroupe plus de 230 acteurs de l'école
l'économie du sport. J'ai bien résumé ou il faut C'est exactement ça. On est même à 290 maintenant, donc ça grossit, ça représente un petit peu justement le secteur. D'accord. Et donc c'est quoi votre activité pour expliquer à des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est qu'une organisation interprofessionnelle qui regroupe des acteurs du sport? C'est toujours un petit peu complexe effectivement à expliquer. Le rôle vraiment de Sportsora, c'est de regrouper un peu tous les acteurs de l'économie du sport, donc c'est toute entreprise, toute organisation, tu vas même plus loin, des marques, des clubs, des médias, des startups qui ont un lien avec le sport business, si on peut l'appeler comme ça. Et vraiment, c'est représenter leurs intérêts, faire valoir les bonnes pratiques issues du secteur et faire valoir la place du sport aussi haute qu'elle soit dans la société possible. On a vu récemment avec le budget du gouvernement qui peut être un peu tensé. Absolument. Alors vous avez vu, on va parler des femmes et de la femme, et sur ce plateau il y a 3 hommes et il n'y a qu'une seule femme. Alors j'en suis navré. Pourtant, c'est pas, Dieu sait si Camille Rio, le programmateur, a vraiment essayé de faire venir plutôt des femmes, parce que je suis un homme. Il s'avère que Laurie Delostal, qui a commis donc avec vous le documentaire sur Laure Mélodou, devait être de la partie. Il s'avère qu'elle a chopé la crève, donc on lui souhaite bon rétablissement. Et donc vous allez représenter pour 5 les femmes. Je sais pas si je suis le bon choix. C'est vrai, je suis sûr que si. Shannon, vous êtes l'une des figures les plus marquantes du rugby féminin en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à poursuivre une carrière à ce niveau-là? Et puis, est-ce que vous avez eu l'impression que le chemin que vous avez pris, c'était peut-être un peu différent que celui qu'aurait pris un homme, par exemple? Ah oui, complètement. Déjà, dès le départ, parce que côté familial, j'ai eu beaucoup d'obstacles. Et je pense que c'est ce qui a fait que, ça m'a forgé un caractère et m'a poussé à aller au bout des choses. Et j'ai été très patiente, j'ai attendu ma majorité pour aller au bout de ma passion, de mes rêves. Et je pense que la suite a montré que j'ai plutôt bien fait. Donc, ouais, la passion avant tout. Ouais. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme obstacle qui serait particulier à ceux d'une femme? Les stéréotypes. Déjà, pour commencer, le fait que déjà le rugby qui est connoté un sport très masculin, c'est pas fait pour les femmes, tu vas te blesser, tu vas devenir un bonhomme, tu vas devenir une camionneuse. Alors que les camionneuses sont comme toutes les femmes, les rugby... Elles sont pas moins respectables parce qu'elles sont camionneuses par ailleurs. Exactement. Et donc ce genre de remarque a été évoqué. Et ensuite, les obstacles, les moyens mis en place pour pouvoir pratiquer le sport de haut niveau et notamment combiner les études, parce qu'on sait que quand j'ai débuté et même encore aujourd'hui, les moyens mis en place, déjà c'est pour un petit panel de joueuses françaises et pour autant ça ne permet pas de garantir un avenir serein. Donc souvent on est obligé de prévoir cet avenir, donc faire des études. Et c'est très compliqué en France, notamment, de pouvoir ambitionner des belles études et être sportif de haut niveau et vouloir atteindre le meilleur niveau, quoi. Guillaume, vous avez suivi Laure Mélodou, Marie-Josée Pérec, c'est des histoires qui étaient un peu semblables? Les deux, oui. Il y a notamment une chose. Alors, ce sont 2 sportives qui ont réussi. Sportivement, c'est parmi les plus grandes championnes françaises. Mais ce qu'on voit quand on observe leur histoire 20, 30 ans après, c'est les difficultés qu'il y a eu derrière ces succès. Et notamment, un grand point commun, c'est 2 championnes qu'on traitait de diva, en fait. Le nombre de journalistes, le nombre de personnes qui disaient « Ah oui, mais Laure Mélodou, c'est une diva, elle fait ce qu'elle veut, elle en fait qu'à sa tête. Marie-Jo Pérec, elle a quitté Sydney, c'est une diva. » Et en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense qu'on ne dit pas 2 champions d'hommes, ce sont des divas. Voilà, ou un mot équivalent. Enfin, voilà. C'est vraiment, je pense, spécifique aux femmes. Vous souscrivez? Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on attend un peu des femmes, ce que la société et que nous autres Français, on attend un peu des femmes sportives françaises. Guillaume le disait, souvent on attend d'un homme qui performe. On voit qu'effectivement, pour les femmes, c'est aussi un prérequis. On sait toujours, pour qu'elles soient reconnues, pour qu'elles soient jugées comme une sportive accomplie, une icône du sport, ça va être la performance qui prime toujours, mais les critères
autres aussi sont prépondérants. Effectivement, les engagements qu'elles peuvent prendre à côté dans la société, que ce soit sur la maternité, si on pense à des projets, à des filles plus récemment comme Clarisse Agbenienou ou d'autres, ou alors vraiment aussi d'autres aspects qui sont extra-sportifs, qui sont aussi attendus des Français. Et donc, c'est un peu ce qui rejoint ce que disait Guillaume sur l'aspect extra-sportif de Marie-Jo Pérec et Laure Manodou. Laure Manodou, on lui disait par exemple, on lui demandait si elle allait se marier avec Luca Marine. On n'imagine pas, voilà, demander à un homme, enfin voilà, voilà, vraiment, c'est vraiment spécifique aux femmes. Et dans le documentaire qu'on a fait, son frère Florent le dit. Enfin vraiment, on ne la traitait pas, on ne l'aurait pas traité de la même façon si ça avait été un homme, quoi. Même en termes de performance, c'est pas parce qu'on performe qu'on va parler de nous. En l'occurrence, c'est ça qui est triste, c'est qu'il y a des performances, mais elles sont invisibilisées encore. C'est vrai qu'on en... Pardon, je voulais... Jean, j'allais dire pas tout à fait. Franchement, selon les chiffres qu'on peut voir, on en parlera juste après, mais effectivement, Sportsora a mené une étude récemment sur Vous venez défendre votre la perception des rôles modèles. C'est quand même la performance qui prime, mais comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a des critères qui peuvent être plus prévalents chez les femmes qui viennent un peu contrebalancer cette performance parfois. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, parce que je l'ai vécu en fait. Il y a eu des résultats. Peut-être que c'était il y a trop longtemps encore, 2018. Mais il y a des titres de vice-championne du monde, notamment, et on n'en a pas du tout entendu parler. Et je me demande si ça avait été des garçons, est-ce que on en aurait plus parlé ou pas. Ça, c'est une autre question. Et je pense qu'il est intéressant, c'est le plateau aussi que vous avez réuni, c'est de voir qu'il y a effectivement une athlète, une championne. Il y a ce qu'on peut... Alors j'ai un spectateur de l'endroit, j'ai un acteur, et puis vous êtes un peu l'ingénieur. Non, c'est pas tout à fait ça. J'allais dire Guillaume qui représente un peu le côté médiatique, qui justement met en valeur ce qui est fait par nos sportives. Moi, je peux représenter éventuellement l'aspect business. Il manquerait peut-être un grand sponsor qui soutient et qui injecte un peu de l'argent dans justement cet écosystème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir qu'effectivement tous les acteurs convergent vers cette visibilité des sportives. On parlait parfois d'invisibilité, ce qui peut être parfois aussi, à juste titre, mais pas que, imputé aux médias, de dire que les compétitions de sport féminin ne sont pas diffusées à la télé. Donc naturellement, elles sont moins visibles. À la faute à qui ? Ça va être la faute aux Français qui ne sont peut-être pas intéressés. C'est ce que vont dire les médias, mais les médias vont dire que c'est l'inverse. Donc voilà, c'est parfois un serpent qui se mord la queue. Oui, je te rejoins complètement là-dessus, quoi. Et mais c'est marrant parce que les retours qu'on a en tant qu'athlète, c'est souvent quand est-ce sont les compétitions, quand est-ce qu'il y a ci, quand est-ce qu'il y a ça, c'était quoi le résultat. Et la difficulté, c'est de les renvoyer vers un média, en fait. C'est souvent ça notre difficulté, que j'ai pu avoir. Mais là, peut-être que les choses changent aussi, hein, ça évolue avec tout ce qui est mis en place. Donc, tant mieux, hein, tant mieux. Et peut-être la chance qu'on a de plus en plus, c'est la prévalence aussi des réseaux sociaux. Oui. Que peut-être les sportifs peuvent s'approprier leurs propres médias. Il n'y a plus d'intermédiaires directement. C'est plus les grandes chaînes nationales qui doivent mettre en valeur les grandes performances sportives, mais peut-être qu'elles peuvent avoir un ton, trouver un moyen de communication pour s'adresser à leurs fans. Encore faut-il se constituer sa fanbase, mais ça peut être un axe de développement. C'est un investissement personnel parce que justement la difficulté en tant qu'athlète, c'est de s'occuper de ça, mais du coup, c'est aussi un peu s'oublier en tant qu'athlète. C'est oublier un peu la performance et mine de rien, on est très focus performance et souvent la médiatisation, ça peut prendre un peu le pas sur la performance et c'est là où la difficulté que certaines peuvent avoir, c'est de pouvoir combiner les deux et avoir quelque chose d'équilibré, quoi. C'est la difficulté, c'est vrai, avec le sport féminin, c'est qu'il faut du volontarisme en fait. Ouais. Donc il faut vraiment une volonté soit de l'athlète, soit des médias, de le mettre en avant, soit peut-être du business, mais je connais moins bien, des sponsors. Mais voilà, c'est sûr que les médias,
c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des associations comme l'association Alice Mia Ouais. qui vraiment œuvrent pour le mettre en avant, parce que naturellement, les médias vont aller vers les sports qui marchent. Donc c'est le foot masculin, la Formule 1, le rugby masculin, enfin voilà. Et les journalistes aussi vont avoir des idées qui correspondent, parce que c'est ce qui va plaire le plus directement au rédacteur en chef. Enfin, voilà, c'est un Pendant système, longtemps, en fait. par ailleurs, le journaliste sportif a souvent été un homme. C'est une profession qui se féminise, alors très, très timidement, Oui. mais qui commence à se féminiser. Exactement, voilà. Ça manque de dirigeants femmes, hein, clairement, dans les rédactions, donc ils vont peut-être aller plus vers le sport féminin. Enfin voilà. Donc vraiment, il faut avoir cette volonté de se dire, je fais, alors, pour ce qui me concerne, des documentaires sur le sport féminin, parce que sinon, naturellement, en fait, on va faire que des documentaires sur le sport masculin, parce que c'est ce qui marche le mieux directement, en fait. Les stars, ce sont les footballeurs, ce sont les pilotes de F1, et donc voilà, quoi. Ce qui est intéressant aussi souvent, c'est de décortiquer justement cette audience du sport féminin. On remarque en fait, un peu bizarrement, c'est ceux qui consomment le sport féminin à la télé ou même dans les stades, ce sont des hommes principalement. Les femmes ne regardent pas de sport, mais encore moins de sport féminin. Elles vont regarder peut-être effectivement les grandes compétitions internationales de sport, mais celles qui sont le plus médiatisées, donc la Coupe du Monde de foot féminin, la Coupe du Monde de rugby masculin, pardon. Et effectivement, les compétitions féminines qui sont désormais un peu plus retransmises en télévision, elles attirent moins les femmes. Donc il faut se demander la question pourquoi. Comment on peut faire consommer davantage et attirer les femmes? Est-ce qu'il faut avoir un discours différent? Est-ce qu'il faut angler sur quelque chose d'autre? Ça peut être un axe. Et donc les femmes, et ce qui est intéressant, peut-être un axe un peu d'espoir, c'est que c'est les jeunes. On se rend compte que les jeunes consomment plus de sport féminin que la moyenne des Français. Quasiment autant que si on prend la représentativité des hommes. Et donc c'est aussi un axe un peu d'espoir, de dire que peut-être justement par ces réseaux sociaux, ils s'intéressent à des histoires, à des personnages, et qui veulent voir ensuite après derrière leur compétition en direct et s'intéresser à elles. Souvent, les femmes, justement, à travers les réseaux sociaux, véhiculent quelque chose d'autre que leur profil de sportif. Il y a une athlète américaine, Ilona Mayer, qui, elle, justement, profite des réseaux pour parler de tout ce qui est attrait au corps. C'est de se détacher de ce qu'on peut renvoyer et d'être soi-même, quoi. Et elle a c'est une des sportives les plus suivies sur les réseaux, et elle l'utilise sur le ton de l'humour pour justement désacraliser beaucoup de choses, et elle fait l'unanimité, en tout cas elle performe énormément, et elle renvoie quelque chose de très solaire et de très positif autour du sport et du body positivisme, quoi. Après, les réseaux sociaux, ça demande un temps fou. Exactement. Ça demande un surinvestissement. Exactement. Et voilà, c'est là où chacun est... Et donc des moyens aussi. et des moyens, du temps, c'est pareil. Moi, clairement, je pourrais pas, parce que déjà, j'ai du mal à partager des choses intimes, ne serait-ce qu'avec mes proches, hein. Mais ouais, c'est un investissement, hein, et puis il faut avoir le temps de faire. Faut être à l'aise avec ça. Faut être à l'aise. Faut être à l'aise. Comment on accompagne les sportives, Vincent? C'est-à-dire pour tout cet aspect, être son propre média, les réseaux sociaux. S'il faut ça pour que le sport féminin soit plus visible. Il faut en partie ça, je pense. Il ne faut pas que ça. Je mets justement un autre aussi. En disant ça, je me tire une balle dans le pied, parce qu'on a besoin des médias aussi. Hein, on a besoin des médias, effectivement. Et Shannon le disait vis-à-vis des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut être volontaire. Si c'est pas quelque chose que l'athlète veut faire elle-même, ce ne sera pas véritable dans la communication. La communication sera pas attrayante. Et effectivement, ça ne va pas engager l'audience à s'intéresser à l'athlète par ailleurs. Donc après, on peut se poser la question de effectivement comment convaincre les athlètes de devenir leurs propres médias et d'attirer. Quand on voit les images parfois de tirer du documentaire de Laure Manodou, est-ce que les athlètes d'aujourd'hui, nos stars d'aujourd'hui, que peuvent être les Cassandre Beaugrand par exemple aussi dans Situne, ont envie d'être autant médiatisés, autant mis en lumière? Il y a ses bons côtés, effectivement, c'est inspirer les jeunes générations. C'est justement grâce à ces athlètes en activité que demain, on va avoir des nouvelles championnes, parce qu'elles sont identifiées à ces championnes actuelles. Peut-être que beaucoup se sont identifiés à Laure Manodou à l'époque, à Marie-Jo Pérec, si on va encore plus loin, à Jeannie Longo.
Mais on a du mal à avoir ces nouveaux visages. Et donc, peut-être qu'effectivement, les réseaux sociaux peuvent aider. Les marques aussi peuvent aider à elles justement, de les soutenir dans quel que soit on va dire, le moment dans l'année, pas que dans les JO. On avait 77 sponsors des Jeux à domicile pour Paris 2024. Il faut voir combien vont rester à la fois dans le sport, mais surtout dans le sport féminin. Est-ce que ça va convaincre de nouvelles marques de venir un peu au secours du sport français, si on peut dire ça, au chevet du sport français? Mais c'est vrai que Cassandre Beaugrand, donc elle est championne olympique, elle a été élue sportive de l'année par l'équipe. Et c'est vrai que les Français ne la connaissent pas très bien. Alors je ne sais pas l'expliquer. Est-ce que c'est elle qui ne veut pas faire de médias? Est-ce que c'est les médias qui ne veulent pas l'inviter? En fait, faudra lui demander. Je ne sais pas, mais c'est un bon exemple, je trouve, des difficultés qu'il y a encore pour le sport féminin à se développer, à se faire connaître, parce que c'est la numéro 1. Et franchement, faudrait faire. Elle est dans votre. Elle est dans sondage, effectivement dans le sondage. Elle arrive autour de la 12e ou 15e place. Voilà. Quand on propose une liste d'une trentaine d'athlètes, ça va être, si on prend effectivement cette étude-là récemment faite par Sportsora et OpinionWay, c'est de voir que quand on demande aux Français de nous citer des sportives qu'ils considèrent comme rôle modèle, on ressort toujours en 2024 ou même 2025 désormais avec Laure Manodou en top, avec toujours Marie-Jo Pérec, avec toujours Jeannie Longo, Amélie Mauresmo et même parfois en 5 Laura Flessel. Donc voilà, que des athlètes qui sont effectivement des grandes championnes de leur temps, on va dire. De leur temps. De leur temps, voilà. Et on en a des athlètes qui ont performé ne serait-ce qu'au jeu, donc il y a ne serait-ce que 6 mois. Cassandre Beaugrand est l'exemple, mais Pauline Ferrand-Prévot, super championne, qui a tout gagné, qui a encore qui a encore été championne olympique à Paris et qui se lance sur un nouveau défi sur route. Effectivement, elle arrive encore loin derrière. Les footballeuses, effectivement, émergent un peu de la mêlée parce que le foot est le sport le plus populaire, donc des Wendy Renard, mais qui ont mis 15 ans peut-être à arriver à ne serait-ce que pas encore à la cheville de Laura Flessel ou Amélie Mauresmo. Mais alors, pour le coup, ça a confirmé qu'on avait bien fait de faire des documentaires sur Marie-Jo Pérec et Laure Manodou. Donc j'étais content. Mais une année des Jeux, une année olympique, que ce soit encore ces deux championnes-là qui soient numéro 1, moi j'étais hyper étonné. Enfin, c'était incroyable, quoi. Que ce soit pas des championnes olympiques qui, 6 mois plus tôt, ont gagné. Ouais, c'est vraiment incroyable, quoi. Le jeu est assez intéressant, même parmi vos proches. Je vous invite à leur demander, comme ça, de manière spontanée, ok, cite-moi maintenant 5 athlètes françaises en activité. Et souvent, c'est pas facile, hein, même en tant qu'expert sportif. Vos plus proches qui se croient très forts en sport, souvent vont avoir du mal à trouver ces 5 profils immédiatement, alors qu'on leur demande 5 garçons, ils vont rapidement tomber, ne serait-ce que dans le foot, dans le rugby, le basket. Voilà, c'est un exemple. On parlait des sponsors tout à l'heure. C'est une histoire qui n'a pas toujours été facile entre les femmes et les sponsors. Je ne sais pas si elle n'a pas toujours été facile. Peut-être qu'effectivement, c'est aussi je pense que Shannon aura sûrement une vision par rapport à cela plus éclairée que la mienne. Mais en tout cas, l'histoire va dans le bon sens, je pense. Les sponsors accompagnent les athlètes. Il y a des marques qui sont très connues dans le sport, mais qui sont encore beaucoup plus engagées dans le sport féminin. Si on pense à la Française des Jeux, voilà, justement, Cassandre Beaugrand, Roman Dico, qui les accompagnent sur tout un tas d'aspects de leur vie, leur savoir-faire. Si on pense à Roman Dico, effectivement, il la soutient dans ses projets de couture, aussi de bien-être. Donc voilà. Je sais pas si Shannon... Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir été vite approché par des sponsors tels que la Société Générale et après j'ai eu Coq Sportif, mais parce que c'est un lien qui s'est fait, je pense, au hasard un peu, et puis ça a bien matché en discutant, et du coup ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que dans les sports co encore, il y en a très peu qui ont des sponsors individuels, quoi. Alors que il y a des performances, il y a des médailles, donc faut vraiment sortir du lot pour pouvoir performer. Et on sait aujourd'hui l'importance que peut avoir un sponsor dans la vie de tous les jours. C'est clé. C'est ce qui permet de faire vivre, de faire vivre dans les moments les plus difficiles aussi. Ouais. Quand la lumière est là et que les Jeux Olympiques sont là et que les médailles sont là, comme à Tokyo, c'est une bonne chose, mais il faut que la marque reste engagée aussi dans le creux de la vague pour que l'athlète puisse se réentraîner, se relancer de nouveaux challenges sportifs et revenir à nouveau dans la lumière quelques mois, quelques années plus tard lors de la compétition. Donc, Et surtout, tu entames une nouvelle préparation beaucoup plus sereine. Et ça, c'est quelque chose de très impactant dans la vie d'une sportive en particulier. Ouais. Je pense qu'il faut des coups de com'. Et si j'en pense à un, vous le connaissez sûrement, c'est la campagne d'Orange récemment sur le foot féminin.
qui avait été, je crois, vu dans le monde entier. Et ils avaient accolé des visages. Ils avaient fait croire qu'effectivement c'était une compile de buts masculins. En fait, ils avaient effectivement juste mis les visages des joueuses de l'équipe de France féminine sur l'équipe de France masculine sur les actions féminines. Et en fait, on a montré qu'effectivement casser le cliché que le foot féminin est pas au niveau. En fait, c'est pas le cas. C'est juste une histoire de. C'était avec le deepfake. C'était impressionnant. C'était impressionnant. Mais c'est la plus belle des manières de casser les préjugés. On t'emmène dans un chemin et on te fait croire que le foot masculin c'est génial, super but. En fait, non, c'était un but d'une femme, donc c'est tout aussi bien. La question des sponsors, vous les retrouvez en faisant les documentaires sur Laure Manodou et Marie-Jo Pérec? Alors, Laure, c'était vraiment une exception, puisqu'elle gagnait bien sa vie quand elle était nageuse, parce qu'elle avait eu François Pinault qui avait été mécène, en fait. C'était tellement un phénomène en France qu'elle avait attiré les sponsors. Mais dans la natation en général, non, franchement, gagner sa vie avec la natation, je pense encore aujourd'hui, ça doit être un peu plus facile aujourd'hui, mais ça doit être compliqué, à part quelques exceptions, type Léon Marchand, Florent Manodou, voilà. Mais non, et je me dis, les sponsors peuvent aussi peut-être nous aider plus à faire des documentaires, enfin, à avoir accès à ces sportifs-là. Je sais que Léon Marchand, par exemple, on le voit très peu là depuis les Jeux Olympiques. Alors, c'est sans doute une volonté de sa part, mais je pense que les sponsors ont envie qu'il soit mis en avant et ils l'utilisent pour des publicités, des choses comme ça, mais pas tellement pour montrer la réalité de sa vie en fait. Et donc il y a peut-être quelque chose à imaginer entre le réalisateur, les producteurs. Là, c'est plus le producteur qui parle en fait, parce que faire un documentaire, ça coûte cher. Il faut des sous. Voilà, exactement. Et donc il y a peut-être quelque chose à imaginer avec ces sponsors. Les sponsors ont des sous à donner. Ils ont des sous à donner. Je pense que la période n'est pas la plus faste pour l'économie du sport en France, mais justement, c'est le souhait aussi d'embarquer de nouvelles marques qui ont peut-être pas su, pas pu, pas voulu s'embarquer dans l'aventure des Jeux de Paris. Et c'est maintenant l'occasion, je pense en 2025. On a la chance, il faut le rappeler, d'avoir l'équipe l'a titré le 1er janvier 2025 sur sa une, l'année du sport féminin. Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, on a relativement peu de compétitions internationales masculines cette année. On n'a pas de Coupe du Monde de foot, pas de Coupe du Monde de rugby. En revanche, on a la Coupe du Monde de rugby en septembre, je crois, en fin août-septembre, féminine. On a l'Euro de foot féminin qui va être aussi, je crois, en Suisse au niveau de l'été. Au début d'été, on aura encore une fois le Tour du France femmes avec Zwift, le Roland Garros, effectivement, mais aussi un Euro de basket. Donc voilà, il y a de nombreuses compétitions de sport collectif pour le coup. On peut rajouter aussi les sports co avec tout au long de l'année les saisons. Donc ça peut être l'opportunité de mettre en valeur un peu ce sport français, d'attirer de nouvelles marques qui sont peut-être non endémiques aussi du secteur. Ce matin, j'avais la chance d'assister à une conférence que Sport organisait sur justement l'aspect du naming. On a vu, si on prend l'exemple du basket ou du volley, de nouvelles marques qui ne sont pas nécessairement ancrées dans le sport, comme peut être la Française des Jeux, Société Générale, que sont la Boulangère et Saforel, deux marques assez nouvelles dans l'écosystème sportif et qui justement croient en le levier que peut représenter le sport pour s'adresser à leurs consommatrices, on va dire, finales, et raconter des histoires justement en utilisant les athlètes qui sont un peu le meilleur véhicule de transmission pour s'adresser derrière avec des histoires véritables. Ça se passe comment les relations avec les sponsors? Pardon, je vous ai coupé, Shannon, allez-y. Ils ont raison. Comment ça se passe les relations avec les sponsors? En général, très bien. Qu'est-ce qu'on vous demande, très concrètement? On nous demande souvent de participer à des conférences ou de partager avec des entrepreneurs ou une équipe. Et c'est vrai qu'on a énormément de retours positifs. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec une personne qui m'avait suivi, une personne de la Société Générale qui m'avait justement accompagné à un de ces événements. Et lui, à chaque fois, il est pas surpris du tout, mais il veut tellement nous mettre en avant parce que en fait on est dans le même monde, de sorte que comme on a le pied encore dans les études, dans la vie quand même professionnelle, on prépare quand même beaucoup de choses. On n'est pas loin de ce que peut vivre une personne en entreprise. Donc, on partage beaucoup de choses avec
ces personnes-là et on retrouve les mêmes problématiques. On arrive souvent à faire le parallèle, justement, entre ce côté vie active, combiner plusieurs choses en même temps, le côté managérial aussi qu'on connaît bien. Et en fait, cette expérience, on peut vraiment la transcrire à cette vie en entreprise inconsciemment. Hein. Il y a des choses... même nous, c'est grâce à ces participations qu'on se rend compte de choses qu'on vit dans un groupe. Le fait de... tout le monde a un objectif, donc que ce soit une entreprise ou un sport co, c'est de pouvoir faire performer tout le monde avec sa personnalité pour que la personne retrouve son identité auprès du groupe et puisse lui-même exceller. Et ça, c'est chacun excelle avec sa personnalité pour un objectif de groupe. Et c'est tout ça qui est super intéressant. Et le retour qu'on a est très positif parce que déjà, on adore partager. Enfin, personnellement, j'adore partager avec des gens, découvrir des nouveaux domaines. Et et puis si il y a une activité au rugby, bien sûr que c'est plaisant de discuter et ça nous permet de réaliser des choses sur notre activité. J'ai eu l'occasion de participer, de faire une intervention dans un lycée et on est surpris de la pertinence des questions. Et si vous pose comme question, par exemple. Qu'est-ce qui nous pose comme question Déjà, qu'est-ce que c'est une journée sportive de haut niveau c'est 3 entraînements par jour. Puis souvent, c'est « mais vous faisiez des études en même temps ?» Bah oui, mais pour nous, c'est tellement banal. Et c'est là, en voyant les réactions des personnes, on se dit « ah, c'est peut-être pas si commun en fait ». En fait, on a peut-être une vie extraordinaire. En fait, on a peut-être une vie un peu à part et cet échange avec d'autres personnes qui est super intéressant et qui permet de ne pas banaliser ce qu'on fait au final. C'est très valorisant en fait de pouvoir communiquer avec d'autres personnes en fait. C'est les jeunes filles en priorité Non, pas forcément. Les garçons aussi et même de partager des choses de notre parcours, des choses anodines peuvent avoir de l'intérêt pour des personnes. J'ai vécu en Allemagne et à la fin de l'échange, il y a 2 garçons qui sont venus me voir. « Ah, nous aussi, on a un lien avec l'Allemagne. » C'est des choses intimes, mais au final, c'est un partage qui fait plaisir, quoi. Il y a plein de questions dans le chat qui sortent un peu peut-être du sujet. On va les poser quand même. On n'est pas obligé de répondre à tout. Il y a Slimorine, salut Slimorine, qui dit: est-ce qu'on parle aussi de la place de la femme dans l'e-sport ou c'est pas le sujet? Bon, en fait, c'est le sujet, mais je ne sais pas si vous pouvez en parler. Vous pouvez peut-être en parler. Peut-être. Effectivement, dans l'e-sport, je pense que c'est encore un peu compliqué parce que c'est encore un peu plus nouveau. C'est un milieu qui est un petit peu à part quand même, qui est très masculin aussi. Certaines équipes françaises, si on parle de Vitality par exemple, s'approprient le sujet et font des campagnes de communication avec leurs sponsors justement. Aldi en a fait une pour dire que justement l'aspect de l'inclusion, la mixité est important, comme dans tous les secteurs d'ailleurs. C'est pas encore foufou. C'est pas encore foufou, mais et je pense qu'il y a aussi la barrière du numérique qui fait que le cyberharcèlement, dans tout, pas que pour les femmes, est présent. Il va peut-être être renforcé, effectivement, parce que la personne est derrière son écran et a ce sentiment d'impunité. Donc je pense que c'est compliqué comme sujet. Peut-être on part d'encore plus loin que pour le sport féminin classique, en fait. Il y a je défile les questions. Hein. Il y a Lindou du futur. Salut Lindou du futur. Ton pseudo, il est trop mignon. Alors, qui nous dit, est-ce qu'il y a beaucoup de sportifs financés grâce au mécénat comme François Pinault ou est-ce que l'or est un cas à part? Ouais, alors, de mécénat. C'est mécénat versus sponsor. Entreprise, moi, c'était le seul cas que je connaisse. Le mécénat, vraiment, on n'apprend pas de contrepartie. Je pense que c'est assez rare. Après, il y a la notion de sponsoring qui est un type de mécène, on va dire, où là, l'athlète, pour le coup, est engagé, c'est comme on dit, Société Générale sponsorise des athlètes ou des équipes, et forcément, il y a des contreparties que l'athlète doit le faire, même s'il n'est pas forcément volontaire, c'est contractuel, en fait. Donc oui, il y en a tout un tas.
Si on reprend l'exemple de Cassandre Beaugrand, c'est pas la seule, mais peut-être dans les métros parisiens, vous avez vu, il y a environ 6 mois, il y avait une campagne de Comptoir des Cantonniers, une marque justement de prêt-à-porter féminine qui avait engagé des athlètes pour faire sa promo de sa nouvelle collection. Donc Cassandre Beaugrand en était une, Loana Lecomte en VTT en était une autre, et voilà. Donc oui, bien sûr, ça existe. On va parler de sous-vêtements, justement. C'est pour vous, Shannon. Pas parce que c'est des sous-vêtements, mais parce que je pense que vous aurez un avis dessus. Il y a Kyle qui vous pose davantage qu'à moi la question. Salut Kyle, qui dit il y a beaucoup d'athlètes féminines qui se plaignent que sur les réseaux, en fait, ce qui marche, c'est quand elles postent en fait des photos d'elles en maillot de bain et non des photos qui mettent en avant l'effort et les performances sportives. Peut-être qu'il y a un regard à changer de ce côté-là. Je pense que Kyle évoque la question de peut-être l'hypersexualisation du corps des femmes, là où on regarderait peut-être moins la performance. Oui, bah, j'ai envie de dire oui, parce que notamment récemment, je suis tombée sur un article où une perchiste américaine de mémoire a vu une photo anodine d'elle faire le buzz, parce qu'elle avait elle s'attachait juste les cheveux. Et cette photo a été reprise, a été hyper sexualisée. Elle a eu énormément de messages, énormément d'harcèlement à la suite de ça. Et en fait, il faut savoir que c'était une des meilleures perchistes à ce moment-là. Et en fait, elle a arrêté sa carrière à cause de ça, quoi. Donc c'est... Ouais, clairement, il y a des exemples. Hein. Peut-être pas tout le monde, mais malheureusement, c'est un cas majeur qui est... C'est dommageable, quoi. Après, je pense que c'est un sujet, mais c'est un sujet pour tous les secteurs, pas que le sport. C'est malheureusement le cas pour tous les domaines. Si on prend le secteur de la culture, du cinéma, oui. je pense qu'il n'y a pas que les sportifs, malheureusement, et c'est le cas, hein, bien sûr. Les mais femmes en général, une actrice va se faire aussi de manière hyper sexualisée pour telle photo ou telle action. C'est dommage d'avoir, c'est terrible d'avoir cette finalité, c'est que c'est une personne qui devait avoir un devenir remarquable et qui malheureusement a été coupée dans son élan, quoi. Vincent, Guillaume, pardon. Non, oui. Navré, pardon. Non, ça me fait penser, dans le documentaire sur Marie-Jo, elle raconte qu'elle en avait voulu beaucoup à l'équipe qui, après les championnats du monde, je crois, de 96, avait mis une photo d'elle de dos, donc on voyait beaucoup ses fesses, et voilà, et vraiment, elle l'avait extrêmement mal pris. Et à l'époque, je pense que les journalistes n'avaient pas forcément compris pourquoi elle l'avait mal pris. Marie-Jo, t'as dit ? Oui, Marie-Jo. Oui. Bah, il est dans le reportage. Oui, exactement, c'est dans le documentaire. Je pense qu'aujourd'hui, un journal ne ferait plus ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on a quand même avancé de ce côté-là. Oui, j'espère, effectivement. Mais ouais, comme tout, j'ai l'impression que ça avance petit à petit, sans doute toujours trop lentement, mais que les choses avancent et qu'il y a des choses, en tout cas du côté des médias, de la presse, qui ne se font plus, qui se faisaient peut-être il y a 20 ou 30 ans. Après, il reste tout ce tous les commentaires sur les réseaux sociaux, ça, c'est encore autre chose. Ouais, après, peut-être on a plus le droit du regard aussi. Je sais que souvent, on demande, nous, s'il y a un article qui sort dans la presse, etc., on demande à pouvoir regarder ce qui va sortir, quoi. Ce qui n'était pas le cas avant. Bon, on n'y pensait pas forcément non plus. Hein. Bon, le journaliste n'est pas censé changer ce que vous lui dites de changer. Oui. Par contre, il peut vous montrer son papier, effectivement. Oui, c'est ça. Par courtoisie. Les relations entre les journalistes sportifs et les femmes, ça a toujours été un peu compliqué au début, non ? Oui, alors, d'ailleurs, ça me fait penser à une séquence qui n'est pas dans le documentaire sur l'or, mais on avait retrouvé c'était, je crois, un magazine Elle, donc un magazine féminin, avec, donc, il y a 20 ans, un article sur elle, une belle interview de Laure Manodou, avec des photos, qui avaient été des belles photos qui avaient été faites, mais dont une, c'était un gros plan de ses fesses. Et franchement, avec Laurie Delostal, on est tombé dessus. Franchement, aujourd'hui, de voir ça, c'était incroyable, mais vraiment incroyable. Alors, pour des raisons diverses, on l'a pas mis dans le doc, mais on l'avait montré alors. Et pareil, toutes les personnes d'ailleurs à qui on le montre hallucinent. Aujourd'hui, c'est vraiment totalement inimaginable. Inimaginable. Donc je sais plus ce que vous m'aviez demandé. Je ne sais plus non plus.
C'est bien parti. Qu'est-ce que je... Mais non, je vous Les relations entre les femmes. relations, pardon, ouais, entre les journalistes sportifs, bon, certainement hommes, oui, et les sportiveux. bah oui. Mais les temps changent, effectivement. Et, Kyle nous dit, il me semble qu'il y a eu des consignes pour les cadreurs au JO concernant les choix de cadrage. J'en sais rien. Oui, j'avais lu ça aussi. Ouais. Tout à fait, ouais, ça a été transmis par le CIO, le Comité international olympique, sur certaines épreuves qui peuvent être parfois aussi type le beach volley, la fédération internationale, parfois un combat avec les joueuses pour ne plus jouer en bikini et être autorisé à jouer en t-shirt comme les hommes. C'est vrai que c'est parfois un souci. Donc voilà, il y a aussi effectivement au niveau de la gouvernance des fédérations, et pas que des médias, hein, mais aussi justement les organismes qui abritent un peu, qui sont censés justement réguler et protéger leurs athlètes à bouger. On peut en parler peut-être des fédérations qui ont un rôle à jouer fort, qui l'ont peut-être pas joué assez. Je ne sais pas si elles ne le jouent pas assez, mais après il y a aussi un enjeu de féminisation de la gouvernance. Si on prend les affaires qui sont plus si récentes, mais dans la Fédération française de foot, voilà, on dit que les hommes sont consommateurs de sport féminin, mais c'est aussi les hommes qui on va dire, régulent, qui gouvernent le sport féminin, le sport tout court, mais le sport féminin aussi. Donc peut-être qu'il faudrait effectivement placer plus de femmes à la tête des fédérations, à la tête au poste décisionnaire pour que voilà, ça puisse changer véritablement les choses. De toute façon, il y a un enjeu de féminisation partout. Hein. On parlait des journalistes. Les journalistes sportifs sont toujours essentiellement hommes, même si ça. La direction des sports à Radio France est dirigée par une femme. Oui. oui. Alors moi j'avais. Et le groupe est présidé par une femme. Oui. Je crois que vous restez une exception. Hein. Je choisis de rien. Moi. Des femmes. Il y a Géraldine Ponce à Eurosport, il y a Nathalie Yanetta, donc, mais ça reste vraiment rare. Et puis dans les rédactions, les femmes, même si le nombre augmente, elles restent largement minoritaires par rapport aux hommes. Moi, j'avais co-réalisé avec Marie Portolano le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste il y a 4 ans, et on l'avait bien montré qu'il y avait de multiples problèmes pour les femmes. Donc voilà, évidemment, quand il y aura plus d'hommes journalistes, plus de femmes journalistes sportives, et bah, évidemment le rapport avec le sport féminin sera différent, et aussi avec les sportives. Je pense que, alors, par exemple, Laure, pour le documentaire qu'on a fait avec Laure, que Laurie Delostal soit dans l'équipe, qu'on soit tous les deux, je pense que ça a évidemment compté aussi qu'elle soit interrogée par une femme. Voilà, ça fait. Ça s'est passé comment d'ailleurs? Vous vous êtes reniflé, puis vous êtes choisi comment avec Laurie. Avec Laurie. On se connaissait de Canal+ d'avant, depuis longtemps, et ça fait très longtemps. En fait, on avait suivi Laure à l'époque de sa carrière, et donc ça faisait très longtemps qu'on avait envie tous les deux de faire un documentaire sur Laure. Et voilà. Mais donc ça s'est fait très, très naturellement. On a parlé des cadrages aux JO, justement, on peut peut-être parler des JO, c'était ça un peu l'accroche, on est 6 mois après les JO. L'héritage, justement, le mot que tout le monde utilise. Non, je ne l'ai pas utilisé celui d'héritage, mais on peut utiliser celui d'héritage si vous voulez. Non, qu'est-ce qui a été mis en place au moment des JO, si tant est quelque chose qui a été mis en place, mais il me semble que oui quand même, pour rendre le sport féminin, et les femmes en tout cas dans le sport, plus visible. Puis est-ce qu'il en reste effectivement quelque chose? Déjà, ce qu'il faut dire de positif, c'est que Paris 2024, bien avant l'événement l'été dernier, avait annoncé que ce serait les premiers Jeux paritaires. C'était le cas. Il y avait à très peu de choses près autant d'athlètes féminines que masculines tout au long de la compétition. Donc déjà, bravo à eux pour avoir justement instauré un peu de nouveaux standards. Et qu'est-ce qu'il en reste 6 mois après? Il faut effectivement voir que les Jeux Olympiques n'est pas la chose qui va faire solutionner tous les problèmes. Ça va mettre en lumière certaines choses. Après, voilà, c'est justement quelque chose à mettre en lumière et après se saisir du problème pour le traiter de manière durable, pas que ce soit juste un soufflet qui va durer une parenthèse enchantée, comme tout le monde dit, qui va durer 6 mois, même pas, qui va durer 6 semaines plutôt. On parlait de la place des femmes, mais ça peut être aussi la place du handisport dans la société. C'est un autre sujet. Mais voilà, je pense qu'après, il faut aussi dire que les Jeux Olympiques ont aidé. L'étude qu'on a faite, on avait fait 2 vagues en fait. On avait fait une vague en mars 2024, donc avant les Jeux Olympiques, et une vague en décembre 2024, quelques mois après. Et on a vu que l'intérêt des Français a quand même augmenté de 7 points. On est passé de 64% à plus de 70%. Donc ils se disent intéressés par le sport féminin. Après, il y a toujours une différence entre l'intérêt et la réelle consommation par ailleurs.
mais je pense que les Jeux Olympiques ont aidé et ça va aller dans le bon sens. Oui, bah. C'est peut-être pas assez rapide, effectivement, il faut que ça prenne du temps, mais ça, Oui, ça oui. va dans le bon sens en tout cas. Oui, clairement, et ça va complètement dans le bon sens. Et comme tu dis, c'est garder ce suivi qui est important, quoi. L'important, c'est en l'occurrence, cette année, il y a énormément d'opportunités pour justement montrer et continuer cette médiatisation autour du sport. Donc, profitons-en parce qu'il y a énormément de profils dans le même sport très divers et je pense que c'est super intéressant de pouvoir partager ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en 2024, le gouvernement, en fait, il y a une liste qui s'appelle les événements d'importance majeure. C'est les événements qui sont protégés, on va dire, par la diffusion en clair des événements sportifs. La Coupe du Monde de foot, c'est pour ça qu'elle est tout le temps sur les chaînes publiques et non pas sur Canal+ et Eurosport, qui n'est pas accessible à tous. Il y avait, jusqu'en 2024, beaucoup plus de compétitions masculines qui étaient inscrites sur cette liste et qui devaient être diffusées par les grands diffuseurs. Par exemple, le Tour de France féminin n'en était pas un. Le gouvernement a ajouté en 2024 tout un tas d'événements qui sont maintenant au sein de cette liste et qui doivent être diffusés en clair. Donc ça va aider justement à la visibilité du sport féminin. Donc voilà, on a la chance aussi d'avoir plusieurs fois une ministre des Sports qui est féminine. Donc voilà, c'est des combats aussi qu'elle va porter, on l'espère. Tu parles du gouvernement. Est-ce qu'il faut pas y aller finalement à marche forcée? C'est-à-dire en mettant un peu de réglementaire, de droit dans tout ça, notamment par exemple pour la gouvernance, pour féminiser, je sais pas, les conseils d'administration de fédération, les directions de fédération. Si, sûrement, c'est déjà le cas. Hein. Il y a un peu 18 mois, les fédérations sont forcées d'avoir j'ai plus le nombre en tête, mais un pourcentage de féminisation un peu au sein de la conseil d'administration. Je crois qu'il y a une latence dans cette mise en place de quelques mois, voire quelques années. Mais voilà, c'est justement, je pense, effectivement, une marche forcée. Dire que l'excuse non, je ne trouve pas les femmes qualifiées n'est plus valable. En fait, elles sont là et elles, justement, elles demandent à être responsabilisées. Donc, faisons-le. Guillaume, vous avez connu plusieurs générations de sportives. Désolé. Hein, non, c'est vrai. Mais c'est vrai. Hein, ben oui. C'est vrai. Et vous avez été un observateur avisé. Vous les avez vus changer? Les sportives? Oui. Dans leur relation. Non, pas forcément. Ce que j'ai vu changer. Franchement, ce que j'ai vu changer, c'est la place qu'on donnait au sport féminin. Parce que vraiment, au début, il y a quelques années, il y a encore 5-6 ans, il y avait vraiment très très peu de... Alors pour ma part, moi je parle de ce que je connais, pour le reportage et le documentaire, il y avait très très peu de documentaires sur le sport féminin. Moi je me souviens, j'avais participé à la première édition du festival Les Sportifs en Lumière là, sur le sport féminin. Et franchement, il y avait quelques documentaires, c'était pas dingo, quoi, le niveau, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Moi-même, à l'époque, je m'occupais d'une émission de sport, de reportage, et j'avais compté, dans l'année, on avait fait 25 reportages, et il y en avait un seul sur le sport féminin. C'est pas grand-chose. Ben non, c'est là où je me suis... En fait, j'ai eu une prise de conscience, moi, à cette époque-là, et c'est comme tu disais, il faut vraiment aller à marche forcée, parce que sinon, ça n'avance pas. Il faut y penser, il faut compter, en fait. Il faut compter le nombre de reportages qu'on fait sur le sport féminin et se dire, ah bah là, voilà, j'en ai fait 5, 6, 7, 10, 20, voilà. Parce que sinon, ça n'avance pas. Et alors, je me dispute toujours avec Laurie Delostal qui trouve que ça n'avance pas assez vite, que c'est pas encore, que rien ne va. J'exagère, mais moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je trouve qu'il y a quand même des éléments qui montrent que ça va dans le bon sens. Moi, quand je regarde MyCanal, donc aujourd'hui, il y a donc un documentaire sur Marie-Jo, sur Laure. Il y a un documentaire sur Amandine Henry. Il y a un documentaire là qui vient d'y avoir sur Pauline Desroulèdes. Enfin, il y a vraiment, je ne sais plus comment c'était il y a 5 ou 10 ans. Mais vraiment, il y a aujourd'hui des documentaires sur le sport féminin. Et alors justement, moi, il y a 1 an et demi, quand on a lancé, quand j'ai proposé de faire des documentaires sur Marie-Jo et Laure, c'est parce que j'avais remarqué que sur les grandes plateformes, il n'y avait pas ces sportifs-là, les plus grandes championnes françaises n'étaient pas représentées. J'avais vu que sur Prime Video, il y avait un documentaire sur Yannick Noah, il y en avait un autre sur Giroud,
qui est un entraîneur, pas un sportif, mais bon, qui reste un homme. Sur Netflix, il y avait Anelka, il y avait Parker. Sur Canal, il y avait Riner, il y avait Sébastien Loeb, et il n'y avait pas ces deux plus grandes championnes françaises. Aujourd'hui, elles y sont, il y en a même d'autres que je viens de citer. Donc vraiment, quand même, ça avance, quoi. Shannon, on a commencé l'entretien, cette table ronde avec toi, et puis tu disais, non, ma carrière maintenant est derrière moi. Alors déjà, est-ce qu'elle est tout à fait derrière toi? Maintenant, je te tutoie. Est-ce qu'elle est derrière toi? Et qu'est-ce qu'on fait après, en fait? Et est-ce que c'est plus compliqué quand on est d'une femme? Ça dépend. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours des projets en tête, donc j'arrive à vite basculer à autre chose. Après, là, c'est vrai que les dernières années, c'était très particulier. Donc, moi, j'avais besoin de... Tu l'avais pas vraiment anticipé, par ailleurs? Ah non, parce que déjà, moi, c'était pas mon souhait de base. C'était leur souhait de pas me reconduire. C'était un contrat déterminé, donc on ne peut que accueillir cette information et on n'a aucun... Ça fait partie de la règle du jeu. C'est la règle du jeu, c'est le sport professionnel, on ne choisit pas toujours, il faut être conscient de ça aussi, pour les générations qui arrivent, et enfin tout le monde, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai bien fait de en parallèle terminer mes études. et là, moi, j'avais besoin de faire une pause, de vivre, parce que je sais que c'est peut-être fort de dire ça, mais c'est vrai que quand tu es sport de haut niveau, tu mets beaucoup de choses entre parenthèses. On parle de choix, mais c'est beaucoup de sacrifices. C'est, quand tu dédies toutes tes journées à ça, si en plus tu te rajoutes des études, clairement, le soir, t'es claqué. Le week-end, s'il faut aller voir les amis, la famille, tu leur fais comprendre que là, il faut que tu te ressources aussi. Et c'est tout ça où il faut gérer, parce qu'il faut avoir un entourage aussi compréhensif. Et la suite, il y a plein de perspectives. Et c'est pour ça que aussi tout le parcours qu'on a mené en tant que sportive, les rencontres qu'on a faites sont très importantes. Moi, j'ai eu la chance d'être en alternance avec Nomade Éducation, qui m'a réellement aidé, qui a accepté mon profil, qui m'a autorisé énormément de télétravail. Et ça, j'en suis énormément reconnaissante. Encore la semaine dernière, je suis passée et j'ai encore eu un bel accueil. Et c'est ces liens qui sont importants et qui, par la suite, peuvent faire émerger de chouettes projets. Donc voilà, moi, je suis ouverte à plein de choses. Le rugby, c'est peut-être pas tout à fait fini. Mais pour l'instant, c'est l'annonce sur France Info. Voilà. Mais pour l'instant, c'est une petite parenthèse qu'il faut prendre et pas négliger, parce que il faut aussi penser à soi, clairement, à un moment donné. Guillaume, on vous a parlé des après compliqués. Pour les sportives, je sais que c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. On va faire un prochain doc, ça. Ouais, exactement. Notamment, alors il y a les après-carrières, il y a les après-jeux aussi, qu'on voit à quel point c'est difficile là pour les sportifs, sans doute les sportifs aussi. Ouais. Pour J'aurais un truc à dire après. Bon, franchement, l'après-jeu là, il paraît terrible pour beaucoup de champions, et ouais, c'est des thèmes pour un documentariste qui sont intéressants. C'est l'après-jeu à domicile aussi qui est le contre-coup peut être dur. Ouais. Oui. Très clairement, bien sûr. En l'occurrence, nous, au rugby à 7, on a connu une belle désillusion. Donc, le retour après le jeu a été très, très, très compliqué pour certaines. Et on parle de sportifs, mais effectivement, sportifs, la différence peut-être, j'en parlais justement aujourd'hui avec une autre sportive, c'est que eux, ils ont connu une grande notoriété. Donc, la chute, c'est mon avis, est peut-être beaucoup plus vertigineuse. Par rapport à nous, on n'a pas énormément de notoriété, donc peut-être la chute, elle est moindre. Bon, il y a quand même cette chute, hein. Mais il y a cette similarité, en tout cas, où le retour à la vie normale, je mets des guillemets parce que c'est vrai que la vie de sportif haut niveau est tellement atypique, ça peut être brutal, surtout quand on ne l'a pas anticipé. Mais je pense que la différence est souvent faite... vite s'organiser, vite se donner de nouveaux objectifs. Certes, ils ne seront pas les mêmes,
Mais je pense que c'est cette organisation autour de ça qui est importante, quoi. Vincent, je vous vois acquiescer. Sur cette notion de post-carrière, je pense qu'il y a des places à prendre justement dans cette notion de gouvernance. Ça peut être une issue, et ça peut être une piste, c'est pas la seule. Si on prend aussi l'actualité avec les prochains JO, qu'on a la chance ou pas, mais là, moi je suis convaincu que c'est une chance, les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver à 2030, on a vu là, c'est en cours. C'est où ça? Dans les Alpes, en 2030. Pour les Jeux d'hiver, ça va, les Alpes. Oui, oui. Il cherche sa fiche. Non, pas du tout. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a des femmes qui sont prêtes à prendre le poste que, on va dire, le futur Tony Estanguet, Martin Fourcade l'a décliné, mais on a des femmes qui ont de l'expertise, comme Nathalie Péchala, comme Marie Baucher aussi, ex-athlète, ex-skieuse en paraski, qui ont envie de montrer, de donner aussi ce qu'elles ont reçu de l'univers sportif pour justement faire entendre la voix des sportifs et des sportives, montrer que c'est pas juste des bureaucrates qui sont dans leur tour d'ivoire et qui peuvent aussi entendre tout l'écosystème et dont les femmes. Ça va être une piste. C'est une bonne piste. Oui, Pas la tienne? Non, si, moi j'écoute, mais oui, bien sûr. Je pense que homme ou femme, quand c'est des personnes motivées, c'est important de les prendre en considération. C'est sans doute la base, de toute façon, qu'il y ait des dirigeantes du sport, que ce soit dans les rédactions ou dans le sport en général. Je ne sais pas combien il y a de dirigeantes, de présidentes de fédérations. Je crois que sur la vingtaine ou 25 fédérations olympiques, seules 2 ont été élues. Là, le cycle de réélection fédérale a eu lieu après les Jeux olympiques. Seules 2 fédérations sont dirigées par les femmes, la gymnastique et une seconde que j'ai oubliée. Dans tout ça, il y a aussi certainement le fait que les jeunes filles font moins de sport que les jeunes garçons. Comment on peut améliorer ça? Comment on peut améliorer ça? C'est déjà pourquoi il y a cette différence, comprendre cette déperdition quand elle a eu lieu, parce que je pense que c'est déterminant. Dans mon souvenir, c'est peut-être souvent au lycée où on se détache un peu de la pratique sportive parce que peut-être moins d'intérêt, peut-être trop de contraintes au quotidien. C'est tout ça en fait. C'est pourquoi on a cette déperdition, quoi. C'est là où il faut faire faut des rôles modèles en fait, hein, des femmes. C'est là où, pour le coup, raconter les histoires de ces femmes, donc soit celles qui sont terminées, enfin celles de Laure, celles de Marie-Jo, celles d'autres, les raconter pour que des femmes puissent se dire ah ouais, si, alors c'est pas facile, on le voit, il y a plein d'obstacles, mais c'est quand même c'est des femmes d'exception en fait. Montrer le parcours de ces femmes incroyables, ça peut donner envie, je pense, à des petites filles de faire du sport, et puis raconter aussi encore plus, je pense, le parcours des championnes d'aujourd'hui. Je pense que si on prend le parallèle au masculin, combien de fois on a entendu le projet Kylian Mbappé ou maintenant le projet Léon Marchand? Il faut qu'il y ait un projet Cassandre Beaugrand, il faut qu'il y ait un projet Pauline Ferrand-Prévot. Je pense qu'à l'étranger, surtout aux USA, hein, qui sont forts pour ça, pour ériger des rôles modèles, que ce soit masculin ou féminin pour le coup. Serena Williams en était un, Megan Rapinoe dans le foot plus récemment aussi. Mais en France, on a plus de mal à les ériger comme rôle modèle. Pourquoi? Peut-être qu'il y en a une nouvelle là, qui fait un peu le buzz en ce moment, qui est Violette d'Orange, en voile, très jeune, mais qui a, j'ai encore regardé tout à l'heure, je crois plus de 500 000 followers sur Insta, ce qui est gigantesque. Plus que malheureusement que Althea Lorrain, championne olympique de taekwondo à Paris sous le Grand Palais, mais qui malheureusement a peu de visibilité. Après, c'est vrai que je ne sais pas si particulièrement en tant que femme, mais il faut beaucoup de motivation pour s'impliquer dans une discipline. Comme on le voit dans beaucoup de sportifs, c'est des personnes très investies et très motivées qui ont excellé au final.
Oui, bah, c'est sûr. Ouais. Ça va être intéressant, Violette d'Orange, de voir comment ça va se passer dans les semaines et les mois à venir. Est-ce qu'elle est, je pense qu'elle n'était pas prête à déjà, ce qu'elle n'imaginait pas le comité d'accueil qui avait. Donc, qu'est-ce qu'elle va en faire? Je pense qu'elle là, elle fait beaucoup de médias, mais après, dans les semaines, dans les mois à venir, oui, est-ce qu'elle va devenir un modèle? Je pense que ça fait des années qu'elle a cette envie, elle a cette passion, donc je pense qu'elle est capable de devenir une figure du sport français. Et je pense qu'elle en a on va dire, les ingrédients pour. Bon, effectivement, le buzz médiatique est là, à elle de savoir le capter avec ses équipes pour pas le faire retomber tout de suite, du moins. Et le maîtriser. Qu'elle maîtriser, effectivement, via encore une fois les réseaux sociaux, c'est sa force. Les sponsors, à mon avis, sont très très intéressés là pour reprendre le projet, vu justement la force que ça implique. Voilà, c'est tout un consortium qui va se structurer, j'espère, de manière positive autour d'elle pour que justement ça inspire des jeunes filles à aller pratiquer. Bon, là on parle de voile, c'est un sport un peu mineur ou du moins qui peut pas être pratiqué partout, mais c'est pour d'autres sports le cas. Mais pour avoir vu le reportage, ce qui est impressionnant, c'est tout ce qu'elle a mis en place pour arriver à ce projet. C'est une chef d'entreprise, hein. Enfin, clairement, d'aller démarcher des sponsors, parce que, comme tu as mentionné, c'est particulièrement onéreux, hein, de programmer tout ça, toute l'équipe mise en place. Enfin, c'est un sacré investissement et ça montre une belle maturité autour de ça, quoi. Mais la différence par rapport aux précédentes, c'est que là, c'est vrai que ça part des réseaux sociaux. Donc elle a la maîtrise quand même. Ah oui, c'est elle qui maîtrise ce qu'elle met sur les réseaux sociaux. Si elle est bien entourée, pour le coup, ça peut être différent de ce qui a pu se passer avant avec d'autres championnes, quoi. La dernière question du chat, parce que je vois que l'heure tourne, il y a Kael qui demande est-ce que le fait que la voile soit un sport mixte, c'est un avantage? Vaste question. Je ne sais pas si j'ai la réponse. C'est un avantage pour effectivement la visibilité du sport. Mais voilà, après, est-ce que c'est aussi un sport technologique, il faut le dire, hein. C'est pas que un homme sur son bateau ou une femme sur son bateau, c'est aussi un bateau, un peu comme la Formule 1. Donc voilà, c'est un avantage et je pense qu'il y a aussi certains inconvénients, mais au moins, effectivement, c'est peut-être une voie à prendre pour certains sports, peut-être pas tous. Nous, on a cet avantage, c'est que depuis cette année, il me semble, chaque tournoi de rugby à 7 combine le tournoi féminin et masculin en même temps, sur 3 jours. Donc ça s'enchaîne. Et c'est génial pour le sport féminin parce que on partage les mêmes terrains et des sacrés terrains. Enfin, c'est des beaux stades qui amènent en général une audience. Chers amis, il est 19h passé de 4 secondes. On a 4 secondes de retard, mais on va prendre une minute si vous voulez bien, peut-être pour le mot de la fin ou le mot de la suite. Le mot de la suite, c'est 2025, l'année du sport féminin. Regardons à la télé l'Euro de foot, le Tour de France, la Coupe du Monde de rugby, etc. etc. Merci Vincent Lyon. Le mot de la suite ou le mot de la fin, Guillaume Priou? Non, j'espère que les grandes plateformes vont continuer à acheter des documentaires de sport féminin. On le souhaite. Voilà, parce que ça marche. Hein, voilà, donc, et on le souhaite pour ceux qui vous regardent. Exact, j'espère. Ouais. Et puis aussi pour les sportives, parce qu'elles méritent, ce sont toujours des femmes d'exception, donc elles méritent toutes qu'on raconte leur histoire. Merci Guillaume Priou, Shannon Izard, le mot de la suite ou le mot de la fin? Je crois que Guillaume a tout dit, hein. Restez câblés sur la télé ou sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à interpeller ces sportives parce qu'elles ont beaucoup à partager. C'est bien tout le normal qu'on leur souhaite. 19h passé de 2 minutes, c'est la fin de ce stream, chers amis. Merci bien sûr de l'avoir suivi. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leur maman, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, mais vous le savez, c'est franceinfo.fr. Le stream est aussi disponible en podcast sur la plateforme de Radio France. Et la discussion se poursuit, mais ce sera plutôt jeudi, sur Discord. Jules va peut-être mettre le lien dans le chat. Merci à vous dans le chat. Merci pour vos questions, pour vos humeurs bienveillantes, notamment en première partie où c'était peut-être un peu plus crispé, comme à chaque fois qu'on parle de Gaza. Donc merci à vous tout de même. Merci aussi à Jérémy Alamodé. Merci à ma droite à Cyril Balta à la Réal. Merci à Steph Verlu pour les visuels. On va se retrouver déjà demain avec toujours de l'actu, du décryptage, du temps long, de l'expertise. 2 heures, on va parler, je pense, de narcotrafic, d'arsenal sécuritaire, de Big Brother, de Bruno Retailleau, mais aussi d'intelligence artificielle et de régulation. Camille Rio. Salut Camille. Bonsoir. Salut. Salut Camille. Merci. Camille, c'est le programmateur du stream.
Bonsoir à tous. Du coup, oui, tout à fait. Donc, retrait de messages cryptés, recours à l'intelligence artificielle, utilisation de drones de surveillance, ce sont les principales mesures d'une proposition de loi sénatoriale pour lutter contre le narcotrafic. Cette mesure justifiée par la lutte contre le trafic de drogue soulève évidemment des préoccupations quant à son impact sur les libertés individuelles, c'est ce que nous verrons demain. Et dans un second temps, vous n'avez pas pu passer à côté du sommet de l'action pour l'IA à Paris. Au Grand Palais, Emmanuel Macron a insisté sur le besoin de règles et d'un cadre de confiance pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle. Et quand l'administration Trump, au contraire, met en garde contre toute régulation excessive pour ne pas freiner l'industrie. Nous traiterons de ce sujet avec nos experts demain. Merci Camille Réau de la régulation, de l'intelligence artificielle, du Bruno Retailleau et un peu de Donald Trump. Donc, je vous donne donc rendez-vous demain, de 17h à 19h, au même endroit, à la même heure. Donc pas vraiment de bonne heure, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.